Bonjour François, Bonjour Quentin. enchanté de t'accueillir sur ce nouveau podcast, parce que du coup c'est notre toute première saison, premier épisode, donc ravi de pouvoir faire ça avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter? Tout à fait. Alors déjà, je suis ravi d'inaugurer ce podcast. Je suis très content d'être le premier invité, surtout qu'on va parler d'un sujet Très qui important. m'intéresse particulièrement. Donc moi, je suis François Tessonnière, je suis DSI du groupe Apart City. C'est un groupe hôtelier, on compte environ 10 000 chambres sur le réseau. On a des appart-hôtels, c'est-à-dire des chambres, comme une chambre d'hôtel, mais avec une kitchenette en plus pour faire à manger. On est plutôt urbain, on a une centaine d'hôtels sur le maillage territorial français. Et on a des hôtels du 2 au 4 étoiles segmentés en 3 gammes classiques, confort, collection, qu'on peut retrouver en bleu, rose et noir. Je suis DSI du groupe depuis octobre 2022, ça fait 3 ans. Initialement, j'étais à Paris, j'étais DSI du réseau immobilier Orpi. Et puis avant, d'une filiale du groupe Aéroport de Paris. Puis avant, je pilotais un programme de modernisation de la filière bovine française. Puis avant, j'étais dans un cabinet de stratégie. Puis avant, je pilotais un programme de modernisation pour l'État, au niveau de la paye de l'État. Puis avant, j'étais dans un cabinet d'audit et je crois qu'on a fait à peu près le tour. J'ai pour singularité, on va dire, par rapport à pas mal d'autres DSI, de ne pas être sectorisé. En fait, ce que j'apporte, c'est justement la connaissance et les pratiques qui se déroulent dans de différents secteurs et de pouvoir les adapter pour pouvoir améliorer des secteurs qui sont souvent, qui n'ont pas forcément encore fait leur évolution numérique. Tous les secteurs n'ont pas évolué en même temps. Donc ça fait une petite vingtaine d'années maintenant que je suis sur le monde du travail. Ça ne me rajeunit pas et ça fait environ 6 ans que je suis DSI. Ok, d'accord. Et comment tu es devenu DSI justement ? Quand je faisais de la stratégie dans un petit cabinet un peu confidentiel sur Paris, j'ai été amené à faire des choses un peu classiques. Schéma directeur, cadrage de grands programmes, voir dérouler les grands programmes qu'on a définis au moment, faire après de la fusion-acquisition, d'un point de vue due deal, plan d'intégration d'une société, sur les aspects technologiques, ce genre de choses. De fil en aiguille, le groupe SPI nous demande au cabinet, puisqu'on avait une mission qui les avait plutôt marqués dans le bon sens du terme, donc ils nous ont appelé à la rescousse parce qu'ils avaient un projet de BI sur le groupe au niveau européen qui marchait pas bien du tout. Donc en fait, on m'a fait venir pour me dire fais en sorte que ça marche, c'est pas ce que tu fais, prends ta baguette et voilà, on veut que ça marche. Et de fil en aiguille, en fait, il y avait des vrais problèmes dans le fonctionnement. Le département des études des études de développement informatique étaient en 2 parties, plutôt front et middle office et back office de l'autre côté. Moi, je dépendais plutôt de la personne qui était front et middle. Il s'est avéré que ça se passait pas très bien, en fait, les études informatiques avec les directions métiers, les différentes directions métiers. Et petit à petit, il s'en est suivi que j'ai pris la place en management de transition de la responsable des études informatiques du groupe. Parce que, le projet, je l'ai mené à terme, mais j'apportais d'autres choses aussi, je développais d'autres choses aussi. À ce moment-là, pour une fois dans ma carrière, je me suis dit... c'est bien, en fait j'ai envie d'être DSI, je sais enfin ce que je veux faire. C'est cool de passer de l'autre côté. On parle de 2012, quelque chose comme ça, 2012-2013, parce que finalement, moi, je m'étais retrouvé dans le conseil parce que du Forum des grandes écoles, moi, je suis de formation ingénieur, j'y étais, il y avait plein de cabinets qui me disaient « Super, tu vas faire plein de trucs », mais moi, je voulais juste aller à l'étranger, bouger, etc. Donc, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, comme... la majorité des gens que j'ai connus, sauf de très rares personnes qui, depuis qu'ils avaient 5 ans, ils savaient ce qu'ils voulaient faire, mais c'est des cas relativement spécifiques. Donc j'ai découvert ça comme ça, c'est fait de fil en aiguille. À ce moment-là, j'ai sollicité mon réseau pour dire, je sais enfin ce que je veux faire, est-ce que mon CV, ça va, est-ce que j'ai des chances, c'est quoi la meilleure méthode, sur quoi je dois progresser, etc. etc. Et globalement, on m'a dit, c'est pas mal, tu coches plein de cases, mais en fait, il faudrait que tu aies géré un gros programme avec plein d'argent, plein de gens et sur quelques temps pour montrer ta capacité à piloter ça, pour faire la dernière case à cocher sur le CV. Si je résume, c'est à peu près ça. Cette partie-ci, elle est vachement intéressante parce que du coup, tu passes d'un rôle complètement conseil à du coup, tu veux passer DSI. Chez le client, comme on dit. Chez le client, absolument. Et on te dit, le premier conseil qu'on te dit, c'est il faut que tu gères en gros des people, il faut que tu gères des projet. Millions d'euros. Voilà, c'est ça. Un truc costaud pour faire valoir. Notamment parce que c'est à peu près ce qui manquait sur mon CV, au sens
de la taille de laquelle mon interlocuteur l'entendait. C'est-à-dire que c'est comme ça que je suis arrivé, comme je disais tout à l'heure, j'ai modernisé la filière bovine française. En fait, il y a une association qui avait délégation du ministère de l'Agriculture. Je simplifie un peu parce que les noms des ministères, ils changent assez régulièrement. Qui devait donc piloter la modernisation de la filière bovine. Ça passait globalement par 2 programmes opérationnels d'importance qui étaient électroniser les boucles qu'il y a sur les bovins, la fameuse boucle orange qu'on voit. En fait, on voulait mettre de la RFID dessus. Alors, nous, en technologue, on peut imaginer plein de trucs. On a fait ça avant sur les poubelles. On a mis plein de puces RFID pour pouvoir les suivre, etc. Il faut savoir que j'ai fait le schéma directeur de CITA, qui gère des poubelles aussi avant, filiale de GDF Suez. Et donc, bon, il y a plein d'autres choses. On peut parler des applications. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ils ont des cartes, les bovins ont des cartes d'identité comme nous. C'est pas le même format. C'est un vrai papier, d'ailleurs, pas plastifié. Et on a des autocollants sanitaires dessus pour dire... je simplifie, mais pour dire, toi, tu peux te déplacer, toi, tu peux pas. Et surtout, si tu peux pas te déplacer, si tu te déplaces avec quelqu'un, c'est-à-dire que potentiellement, tu as contaminé tout le monde. Et donc, on doit ramener tout le monde au port initial. Ça, c'est des vrais sujets qui arrivent. Donc, il y a ces 2 projets. Et globalement, il y a la phase amont du programme, c'est-à-dire il y avait des consultants sur plan qui ont défini le projet, qui ont coté le nombre d'instances qu'il fallait, la durée, etc. C'est de l'ordre de 100 millions d'euros sur 4 ans, ce projet-là. Donc, ce n'était pas ce que je gérais habituellement. Ce n'est pas ce que j'avais l'habitude de gérer, même si, voilà, quand on pilote un projet de BI, à l'époque, en plus, c'était sur les solutions Cognos d'IBM. Enfin, on parle de 2012, quoi. On n'est plus sur les mêmes choses. Ça pesait quand même. SPI, le leader du multitechnique en France, c'est pas des petits. D'ailleurs, pendant que j'étais chez eux, ils ont fait leur introduction en bourse, etc. Enfin, c'est une boîte qui s'est énormément bien développée. J'étais pas là-dessus, donc on me demande de gérer ça d'un point de vue opérationnel, avec évidemment la volonté derrière de me dire après tu pilotes complètement l'assaut. Je devais en parallèle lancer quelques projets. Enfin, après c'est ma nature d'être proactif, d'être dans le mouvement, de vouloir créer des choses, donc d'avoir des idées, de mettre en place des choses pas prévues au départ. Mais bon, moi par contre, eux ils pensent ça, mais moi dans ma tête je me dis bon, vous êtes gentils, mais en fait quand j'ai fini ça, c'est pas ça qui m'intéresse, je vais me sentir à l'étroit. Pour plein de raisons, dont notamment la spécificité d'une partie publique, c'est-à-dire que moi j'étais au conseil d'administration, enfin je présentais régulièrement le conseil d'administration qui est composé des membres qui sont 12 organisations intersyndicales qui vont des éleveurs jusqu'aux abatteurs. On peut imaginer le millefeuille. C'est pas des gens qui regardent dans des directions différentes, en fait, c'est des gens qui regardent dans des directions totalement opposées, quand on prend le bout de la chaîne. Et à côté de ça, il y a l'État qui dit mettez-vous d'accord entre vous, parce que sur les 100 millions, on leur demandait un bon 60-80 millions. Le reste étant fourni par les organisations, etc. À la hauteur de l'État, c'est une paille, mais quand ils listent les budgets, c'est pas une paille. J'ai eu 5 ministres de tutelle différents en 2 ans et demi. Bon, il y en a, suite à l'élection de Macron, après il y a eu le problème avec, pas l'UDF, mais le MoDem à l'époque, donc il y a eu un remaniement, donc le ministre de l'Agriculture de ce moment-là a sauté, donc ça en fait un qui a duré 1 mois, donc 5 c'est un peu provoque quand je dis ça, mais on en a eu véritablement 3 je dirais, mais ce que ça veut dire c'est que 3 égale 3 directeurs de cabinets différents, si ce n'est pas plus, quand ils les usent pas un peu trop vite, plus vite qu'eux-mêmes, ce qui veut dire que ça fait des priorisations différentes, ça veut dire qu'il faut constamment revenir. Ce qui veut dire que j'ai fait énormément de trucs, j'ai appris sur énormément de choses qui n'étaient pas prévues au programme, comme faire beaucoup de lobbying, par exemple, convaincre les gens, ce qui s'avère assez utile pour la suite. Et je ne le savais pas encore, mais j'ai avancé beaucoup moins que prévu. D'ailleurs, il y a eu... moi, je me déplace beaucoup pour les personnes. C'est-à-dire que dans mon évaluation des opportunités professionnelles, on va faire simple, c'est un triangle. Je ne suis pas héritier, je ne suis pas gagné au loto, donc il y a un côté très matériel de ce que je vais manger à la fin du mois, où je vais aller en vacances, etc. Toutes choses confondues, avantages en nature, etc. On passe quand même un certain temps au travail. Une fois de plus, si on est très basique, on va dire qu'on dort 8 heures, on a 8 heures de loisirs pour manger, loisirs, on bosse 8 heures. En vrai, je bosse plus de 8 heures, mais pour simplifier. Donc, on peut enlever les 8 heures de dodo. Pas l'impression de faire des trucs pendant ce temps-là, mais on va dire qu'il y a donc 50% de la journée libre éveillée au moins qui est au travail. Plutôt intérêt à ce que ce soit intéressant ce qu'on fait. Donc j'essaye d'évaluer ce que je vais faire au jour le jour. Et puis après, il y a la dernière chose qui est difficilement évaluable dans les phases amont. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on envoie comme signaux. Il y a un peu
est-ce que je suis aligné avec les gens qui travaillent? Est-ce que quand j'arrive le matin, j'ai envie de leur mettre une claque à tous, ou est-ce que je suis trop heureux d'aller bosser avec eux? Est-ce qu'en fait, c'est des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi? Est-ce que dans la tempête, on va ramer ensemble, ou en fait, on va ramer chacun dans son coin? C'est des choses hyper importantes. Moi, je prends les choses extrêmement à cœur. Je ne suis pas hyper modéré, je ne suis pas le plus modéré de tous, donc c'est encore plus intéressant pour moi. Donc j'ai été venu pour les gens qui étaient là, notamment le président de l'ASSO à l'époque, qui était un éleveur laitier et céréalier aussi, qui était dans le nord de la France, etc., qui connaissait pas, mais qui avait beaucoup de bon sens pratique, qui était quelqu'un de très bien, qui avait de très bonne valeur. À un moment donné, limite d'âge se faisant, il a dû lancer des élections pour être remplacé. Moi, c'était initialement pas mon but de faire ça. Enfin, je l'ai fait pour cocher des cases. Je me suis dit, je sais pas qui va arriver en face. Peut-être ça va pas le faire du tout. Donc, je vais ouvrir le réseau et je vais voir si c'est pas le bon moment pour basculer. Ok, j'ai pas finalisé le projet. J'ai franchement mis un certain nombre de trucs sur les rails. C'est abordé. Il y a pas mal de choses. J'ai beaucoup appris. Je les ai beaucoup mis dans un état d'esprit parce que dans le lobbying, je me suis tapé pas mal en fait de toutes les semaines d'aller voir des éleveurs pour aller les convaincre que c'était bien, etc. Et faut pas croire que les gens pour la numérisation et opposés à la numérisation sont un combat jeune-vieux. En fait, c'est probablement qu'il y a des tendances, mais c'est pas vraiment ça. Et chez les éleveurs qui sont quelque chose de quand même rural, de très artisanal, c'est pas les plus vieux les plus opposés, c'est pas les plus jeunes les plus pour. Donc ça n'a d'ailleurs pas de vrai lien en fait. Ce qu'on peut constater sur le terrain. Donc à ce moment-là, il se trouve que la personne qui a été élue, qui l'a remplacée, m'avait l'air dans les premiers échanges quelqu'un de très bien avec qui j'aurais eu du plaisir. Mais il se trouve qu'entre-temps, mon réseau a fait en sorte qu'on me dise, ça tombe bien, on cherche un DSI, on veut monter une DSI. C'est important aussi parce que je suis quelqu'un qui est dans la construction. J'arrive souvent dans mes boulots, ça va pas, ça tourne pas rond. S'il y a une DSI qui tourne, en gros, et qu'il faut l'optimiser, si elle tourne bien... Je suis sûr qu'il y en a des meilleurs que moi sur le marché. Franchement, déjà, je pense pas que ça va m'intéresser, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent mieux faire. Par contre, si c'est le chaos, qu'il faut se battre contre vent et marée, monter des choses, prendre la main sur les choses, je pense que j'ai un peu plus ma carte à jouer et je pense que je suis assez apprécié dans ce cas de là. Parce que je me suis rendu compte avec l'expérience, quand même, on progresse en sagesse, que je me mettais toujours dans ces situations. C'est pas le fruit du hasard, en fait. C'est que c'est ça qui me tente. Et je pense que c'est quand les recruteurs cherchent des profils comme ça, mon CV ressort. Parce que c'est ce que j'ai fait. Dans le discours. Du coup, je suis arrivé et le deal, c'était monte une DSI. Alors, ça m'a été livré comme ça. On a un pauvre service informatique piloté par l'autre nouille, texto en entretien par le DGA. Donc, il faudrait une vraie DSI. Enfin, à l'époque, c'était DSI-N. Information et numérique. C'était important. Alors, c'était, pour info, le DG de la filiale, c'était l'ancien numéro 2 des armées, l'ancien major général des armées, qui avait un certain qui conseillait Augustin de Romanet, ancien PDG qui a été remplacé récemment de l'aéroport de Paris. Et en fait, j'ai fait ça. Quand je suis arrivé chez Orpi, on m'a dit le DSI et l'époque d'avant, on a compris qu'il fallait moderniser. Quand j'ai fait mon état des lieux, en arrivant, mon rapport d'étonnement, comme on dit, la présidente, elle a été choquée. Elle a dit non, mais on aurait dû commencer par renouveler le CODIR en renouvelant le DSI. En fait, pas le faire en dernier parce que c'est trop central à tout. Et alors, je t'en ai parlé ce midi, mais j'aime beaucoup ce truc-là. Ça arrive souvent. À la maison, ma femme est responsable des opérations et elle m'explique que les opérations, c'est l'alpha et l'oméga, ça ne s'arrête jamais. Ce qui n'est pas faux, ce qui est vrai. On gère les clients, on gère le business, on fait rentrer le flux. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, parce qu'on est les grands oubliés, c'est qu'avant les opérations, il y a l'informatique. Si j'éteins les serveurs avant de partir du bureau, il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de market, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de client, il n'y a rien. C'est tout. L'informatique, c'est tout le temps. Et on ne nous voit pas. Et un bon indicateur, parce que dans la direction de la direction des systèmes d'information, il y a un indicateur qui est pas mal. Moins de gens rentrent à l'étage, plus c'est bon signe. Parce que très clairement, on est dans un boulot, les gens ne viennent pas nous voir pour nous remercier, pour dire que ça fonctionne bien. Et quand c'est le feu, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est normal. Ils ne viennent que pour se plaindre. Et alors, je ne sais pas si j'anticipe sur quelque chose, mais ce titre, nous, on essaie de recruter. Moi, j'aime avoir des gens de terrain. J'aime avoir des gens qui connaissent les problématiques du terrain.
Alors sur certains postes, et puis c'est pas, il faut avoir fait ça. Moi, je viens pas du secteur. Alors, j'ai cru démontrer que j'étais capable d'absorber tous les secteurs et qu'il n'y avait pas trop de problèmes. Mais moi, j'ai confiance en moi en formant les gens. C'est-à-dire que moi, je veux des gens qui ont un cerveau qui marche, qui ont de l'envie. Bon, on parlera après de ce que je recherche, si tu veux, chez les gens que je recrute. Mais... Donc, j'en ai pris un parce qu'on voulait qu'il fasse du support fonctionnel. J'ai organisé la DSI, j'ai créé un centre de service. On l'appelle volontairement pas support, pour que tout le monde, eux en premier, puis les utilisateurs comprennent qu'on est là pour donner du service. On donne du service à nos clients internes qui sont toute la boîte sauf nous, et on donne du service aux clients externes qui sont les clients de nos autres services internes. C'est d'ailleurs les termes utiles qu'on utilise habituellement. Je sais, mais j'ai souvent coutume de dire, j'ai un de mes associés du fameux cabinet en strat dont je parlais avant, qui m'avait dit sur les certifs, c'est des pins. Je les ai tous, ça rassure le client, mais c'est dans la vraie vie qu'on apprend les trucs. Et j'ai jamais été autant d'accord avec lui. Ça donne de super guidelines, ça donne une bonne idée, une bonne direction, ça met les trucs d'équerre, mais après c'est dans la vraie vie que ça se fait. Donc il y a plein de trucs où, comme je suis un peu éloigné de ça, je connais plus forcément tous les termes, mais je sais très bien ce que ça m'a apporté et pourquoi j'ai les convictions que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai voulu recruter quelqu'un, donc sur une partie support fonctionnel, du coup, mais en mode service. J'ai recruté un réceptionniste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il était sur une partie fonctionnelle de l'outil qui est cœur de métier chez nous, la colonne vertébrale du SI, qui était un outil, en tant que réceptionniste, qu'il utilisait tout le temps. Tout le temps. Il ne connaissait que ça. Il faisait ça. Alors, c'est magnifique parce que lui, je lui ai dit après, mais on montait dans les escaliers, que déjà, je sentais que j'allais le recruter, lui, vu ce qu'il m'avait dit juste dans les escaliers. On s'est assis, j'ai posé une question, et après, quand j'ai entendu sa réponse, je me suis dit, comment je fais pour faire durer l'entretien 30-45 minutes ? Je sais déjà que c'est lui. Et je me voyais pas lui dire au bout de 40 secondes, c'est bon, désolé, j'ai autre chose. En fait, je lui ai dit, très bien, qu'est-ce que vous avez compris du job ? Il m'a dit, en fait, il n'y a rien qui change par rapport à mon boulot de réceptionniste. Les gens, ils vont venir râler quand ils ne sont pas contents, et mon boulot, c'est de résoudre leurs problèmes et de faire en sorte qu'ils aient le sourire après. Quand j'en parle, j'ai encore les frissons tellement je l'ai trouvé, j'ai été estomaqué de la maturité. C'est d'ailleurs quelqu'un de très bien, qu'on essaye de faire progresser, parce que voilà. Et en fait, c'est ça, pour revenir à ce qu'on disait, c'est un indicateur. Chez nous, on vient quand on n'est pas content. J'ai toujours dit aux équipes que j'ai pris, si vous voulez des posts LinkedIn, des bouteilles de champ, des félicitations, etc., je sais pas, aller à la com, au market, éventuellement à la paye, encore qu'ils sont un peu comme nous. Mais là, à DSI, vous devez être content quand les gens, ils sont juste contents, mais qu'ils viennent pas vous remercier. Voilà. Si vous avez ça en vous, ça peut le faire. Si vous n'avez pas ça en vous, vous allez être frustré à un moment donné. Donc, de fil en aiguille, voilà, c'est un peu tout ça, c'est un peu toute cette construction qui m'a amené jusqu'ici. Ok. On va revenir sur quelques sujets. Il y a deux choses que tu as citées qui m'intéressent. Alors en effet, les compétences, quelles sont les compétences qu'on prend ? Ça m'intéresse parce que je réfléchis pas obligatoirement de la même manière, même si sur des fonctions type support applicatif, ça s'entend largement, et aussi chefferie de projet, ça peut s'entendre, mais modulo pas mal de choses, enfin en tout cas selon moi. Et la partie lobbying m'intéresse bien aussi. Alors, je vais commencer par pas la plus facile, mais peut-être celle que j'ai la capacité à faire en le moins de mots. Je suis très attaché aux valeurs parce que je fonctionne comme ça. Je suis très attaché au savoir-être parce que je pense que tout s'apprend, parce que je viens d'un milieu... j'ai fait des études, une école d'ingé, je suis passé en cabinet. En gros, on m'a formé à être une machine à apprendre. C'est même pas que j'ai ça en moi, c'est que de toute façon, vu où je suis passé, on m'a pas vraiment léché le soie. C'était ça où je mourrais, quoi. Donc dans ma tête, je me dis naturellement... ça va, c'est facile. C'est l'entraîneur, le coach, le formateur qui doit être bon. Toi, si tu as un minimum de neurones, si on te met dans les bons trucs, avec la bonne méthode, avec les bons trucs, tu vas progresser. Ok, tu vas progresser plus ou moins vite en fonction de ce que tu es, de plein d'autres éléments, mais ça va le faire. Après, oui, c'est vrai, si je recrute un ingé cyber, je peux pas le former. Non, je veux qu'il soit formé et surtout je veux qu'il ait la capacité à comprendre des niveaux de technique, que déjà moi je n'ai pas, et deux, qui sont assez élevés, assez pointus sur son périmètre. Et pour ça, j'ai besoin d'autres indicateurs. Donc je peux pas faire l'impasse là-dessus. Et je pense que le vrai premier point, par exemple, là j'ai un ingé cyber qui est performant, qui est intelligent. Bon, il y a des défauts comme tout le monde, mais il est bon techniquement. Enfin, il n'y a pas de problème. On aimerait bien recruter ce qu'on appellerait un administrateur de solutions cyber. Pour le coup, je vais préférer quelqu'un qui a ce qu'il faut. Si j'ai deux profils dans lesquels j'hésite, avec un très bon techniquement, mais dont je pense qu'il n'a pas les valeurs, le savoir-être, versus l'inverse, clairement, je prendrais l'autre, celui qui a le savoir-être. Parce que j'ai mon ingénieur cyber et
Et qui fera la technique. On se calera avant parce que ça va peut-être l'emmerder de former quelqu'un, il voudra peut-être pas, donc voilà, on en discutera, mais je sais qu'en tout cas, j'ai mon alpha et mon oméga qui connaît, mon expert, j'ai mon expert validé. C'est important pour tous les périmètres d'avoir celui dans lequel on a confiance, celle ou ceux, enfin, c'est pas forcément une personne, mais d'avoir une partie des gens sur l'ensemble des périmètres. On sait, toi, tu as l'expertise et toi, c'est rock solide. Si tu me le dis, j'ai pas de doute. Tu peux te tromper comme tout le monde, c'est normal. Mais je suis pas en train de douter à chaque fois que tu me dis un truc. Voilà. Ouais. Une fois qu'on a quelqu'un comme ça, on peut dépiler de la formation. Après, c'est vrai, si je prends quelqu'un sur la data, que j'ai personne pour faire monter en compétences, c'est pareil, ça va être compliqué. Il faut un minimum. Oui. J'ai la chance d'avoir à peu près des expertises à peu près où il faut. Donc, je recrute vachement sur les valeurs. On a écrit une charte des valeurs de la DSI. En fait, ça a été le boulot qu'on a fait. Je crois que c'est ce que je nous ai donné au manager comme mission, en 24. Je me demande si on n'a pas commencé en septembre 23, peut-être à retour d'été. Ouais. Ressortent... Alors, il y a 2 valeurs clés qui sont le travail en équipe et l'amélioration continue. Oui. Enfin, je ne sais plus comment on a dit, valeurs cardinales, et on a 5 comportements clés qui déclinent. Okay. Je n'ai pas forcément tout en tête, mais il va y avoir forcément la proactivité, parce que je pense que c'est le truc que je leur ai dit dès le premier entretien, qu'ils entendent environ toutes les semaines. Oui. Je pense que je les saoule beaucoup avec ça. Je veux des solutions et pas des problèmes. C'est ça. Et puis c'est pareil, à tous les niveaux. Mon chef, il veut pas des problèmes, encore plus. Hein. Il veut des solutions. Et puis il veut même pas entendre que c'est compliqué. Oui. Donc, il faut la remise en question, puisqu'on parle d'amélioration continue, parce que moi, je refuse que quelqu'un soit dogmatique. Oui. Par exemple, à l'heure actuelle, on a Citrix en place, parce que notamment, j'ai expliqué, on a une centaine d'établissements. Oui. Donc, en fait, on n'est pas centralisé. Moi, j'avais des organisations par le passé plus centralisées. Là, c'est très décentralisé. Citrix, ça apporte plein de valeurs sur certains aspects. Mais ça a été fait comme l'alpha et l'oméga. Ouais. Pour tout le monde, avec plus de réflexion. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, on me disait « Mais François, tu dois passer par Citrix. » Écoute, je t'explique. En fait, moi, mon boulot, c'est d'envoyer des mails dans la journée. En gros, je simplifie et de faire des PPT. Voilà. Aucun intérêt. Non, je ne vais pas ouvrir Citrix. Non, tu ne peux pas me dire « Il faut faire ça » s'il n'y a pas une raison intelligente derrière. Ça ne marche pas chez moi. Et à l'avenir, ça ne marchera pas chez toi non plus, parce que sinon, on ne va pas faire bon ménage, en fait. Oui. Et je sais pourquoi on l'a fait, je sais ce qu'il y a. Je leur ai demandé, là, c'est un des sujets de la fin de l'année au pôle technique. Oui, le pôle s'appelle technique, parce qu'en fait, il n'y a qu'à la DSI, on sait ce que c'est, réseau, cyber, infra, les différences. Pour les autres, c'est la technique. Voilà, ça suffit bien pour qu'ils comprennent, nous on sait. Et donc, en fait, ils ont dans leur roadmap faire une pré-étude, de se dire, ok, est-ce que c'est une bonne idée de rester sous ce format ? Si on reste sous Citrix, est-ce qu'il faut quoi ? Des bureaux virtuels ou est-ce qu'il faut des petites galettes avec des applis publiées ? Je me rappelle, on en avait parlé. Ouais, moi j'ai pas de réponse. Hein. Je veux juste qu'ils se reposent la question. Parce qu'en fait, ça va dans l'amélioration continue parce que je suis contre le dogme. Évidemment, comme tout le monde, je me dis, ça, je sais par habitude, ça marche mieux. Ça veut pas dire qu'il faut réinventer la roue à chaque fois. Hein. Ça veut dire juste que des fois, il faut challenger, voire re-challenger. Et l'idée, c'est pas de se reposer la même question toutes les semaines. Hein. Ça fait 3 ans que je laisse Citrix dans l'état où il est. J'ai pas accéléré sur le sujet en termes de priorité. Ça coûte pas excessivement cher. En plus, je sais très bien qu'il y a plein d'avantages sur plein de trucs. Voilà. Donc, on peut avancer. Donc, il y a un peu toutes ces valeurs. Donc, on a aussi quoi ? Je les ai plus en tête, même si je les ai relus. Mais dans l'idée, c'est ça. Okay. Donc, c'est sur ces valeurs-là que je recrute. Plutôt, ce que je dis généralement quand je prends en main une équipe, il y a un truc, je le précise parce que ça les marque souvent. Je leur explique. Ma femme, elle voulait un 3e enfant. J'en ai pas voulu. C'est pas pour en avoir au travail. Donc, en fait, les gens, ils sont autonomes et proactifs. Une fois qu'il y a ça qui est checké, ok, on peut parler. Avant ça, c'est pas possible. Je veux dire, les gens à qui attendent, tu peux leur envoyer un mail ou tu peux les appeler. J'arrive à garder mon calme 1 à 2 fois. Généralement, dès la 3e, je commence à devenir désagréable. J'ai un DSI qui m'a dit qu'on lui demandait si vous pouvez aller aux toilettes pendant les réunions. Mais moi, le jour où ça m'est arrivé. Mais je pense qu'en fait, je pense que je suis littéralement capable de demander à la personne si elle veut une lettre de reco pour son prochain poste. C'est pas possible. Enfin, on n'est pas à l'école, quoi. Enfin, il y a un moment donné. Par contre, tu as le droit de venir, d'avoir un problème, d'avoir essayé de réfléchir, d'avoir relancé 3 fois quelqu'un et ça marche pas, et de t'être trompé de méthode, et voilà. Mais faut proposer des choses, montrer qu'on a fait quelque chose, parce qu'en fait, on apprend tous. Hein. J'apprends aussi. Des fois, je suis pas bon. Des fois, c'est ma faute si ça plante. Mais il faut qu'on s'améliore, donc il faut qu'on y aille. Il faut qu'on soit dans le mouvement, parce que ça aide, on va pouvoir en parler après. Amorcer la pompe, c'est le plus compliqué. Et d'ailleurs, en parlant de lobbying,
c'est un des sujets, amorcer la pompe. C'est-à-dire que moi, j'ai fait beaucoup de lobbying pour leur dire, en gros, casquer. Et finalement, je ne me rendais pas compte à l'époque, mais c'est une des problématiques clés du DSI. Je vais faire un pas de côté, on fera peut-être un focus après, mais on en parlait ce midi. Toutes les DSI sont assez différentes parce que le rôle a beaucoup évolué ces dernières années, particulièrement ces 10 dernières années, et que selon la nature de l'entreprise, du secteur aussi, du DSI, la place qu'il prend et du top management au-dessus de la direction générale, parce que en l'occurrence, moi, si je suis pas rattaché DG et pas membre Codir, je ne réponds même pas à l'offre parce qu'en fait, c'est un indicateur pour moi où je trouve qu'on ne met pas l'informatique au bon niveau. Et puis on n'a pas compris les enjeux. Alors, si la DG n'a pas pigé les enjeux, on va ramer. Après, je me rappelle, j'avais postulé pour un poste de DSI adjoint chez Altarea Cogedim, promoteur immobilier. Une DSI, la DSI, elle recrutait 2 DSI adjoints sur 2 périmètres différents. Elle m'a vraiment marqué. Je la trouvais bien, je pense que ça aurait été un super truc. Oui, j'ai pas été choisi à la fin. J'ai passé, je crois, 3h30 avec elle, le premier entretien qui était prévu de durer 1 heure. J'ai dû finir à 9h. Je suis sorti de son bureau un truc comme 9h. Donc je me suis dit, ça marche bien, j'ai intéressé. Elle a eu un candidat qui arrivait late dans le process, donc elle m'a fait attendre un moment. Elle a refait un entretien avec moi à la fin parce qu'elle n'arrivait pas à se décider. Donc elle a refait un entretien avec moi parce qu'elle avait vu l'autre juste avant. Pareil, l'entretien qui a duré 2 heures. Puis après, elle m'a appelé pour m'expliquer le pourquoi du comment. Elle, c'était une DSI qui dépendait de ce qu'ils appelaient le DG Finance. En fait, c'était le DAF du groupe. Oui. Mais il avait une position de DG Finance. Enfin, c'était un peu différent. Puis après, il faut quand même garder une souplesse. Je disais que j'aimais pas les dogmes. C'est pareil. J'aime pas la règle, même si je suis un peu blanc-noir, pas très modéré, comme je disais. J'aime pas la règle immuable comme ça. Il faut qu'on ait la capacité à gérer des exceptions. C'est vrai dans la vie, c'est vrai dans le monde professionnel, c'est vrai dans l'informatique. On doit avoir la capacité de gérer des exceptions. Par contre, quand l'exception devient une règle, c'est là où ça va pas. Donc, en vrai, quand je dis si je dépends pas de mon chef, c'est le DGA, hein, c'est pas le DG, mais il se trouve qu'on n'a pas de... C'est le président qui est DG. Donc, je suis quand même là. Je trouve que c'est quand même bien. Et pour le coup, dans mon entreprise, on me donne beaucoup les moyens. Parce que j'ai fait mes preuves, parce que j'ai délivré, parce qu'on est les seuls à être organisés. Enfin, on est les seuls. On est les plus organisés, processés. Un argument que j'entends qui revient souvent, on a parlé, mon adjoint en parlait avec moi. Mon adjoint et moi, on est des ingés. Il a travaillé chez Airbus, milieu industriel, très strict, process, méthode. D'ailleurs, leur pitch, c'était number one in quality, Airbus. Donc, c'était vraiment ça. Donc, on a été nourris à être comme ça. Pas forcément les autres formations. Donc, forcément, on a cette nature. Dans l'informatique, comme tous les projets aboutissent chez nous, finissent chez nous, passent par chez nous, soit on est mauvais, on s'améliore jamais. Ok, bon, j'ose espérer que je suis pas ça et je veux pas travailler avec des gens comme ça. Soit, au bout d'un moment, à force de faire des erreurs, on comprend, puis on les refait plus, puis on s'améliore, puis en fait, comme on fait tous les projets de la boîte, on est forcément meilleur que ceux qu'on font un dans l'année. Donc on grandit, on acquiert des compétences, du savoir-faire, etc. Donc à un moment, c'est naturel que ce soit nous qui pilotions ça, parce qu'on en a fait plus. Et comme on n'est pas débile, on a progressé. Plus vite, parce qu'on en a fait plus. C'est juste pas magique. Parce qu'on s'est pété les dents aussi. Et ça fait partie du jeu. Et c'est ça. Et c'est pas magique. Hein. C'est juste du bon sens. D'ailleurs, moi, j'ai coutume de dire, chef de projet, pour reprendre la terminologie, pour moi, c'est un peu ancienne, on va en parler après, mais on essaie de faire quelque chose de différent chez Apartiti. Le chef de projet est un peu en réception, mais c'est un job, quand je faisais beaucoup ça, je me disais toujours, mais en fait, pourquoi moi ? Tout le monde peut faire ça, c'est trop facile. En fait, parce que il n'y a rien de sorcier, c'est du bon sens. Alors déjà, quand quelqu'un trouve que c'est du bon sens, c'est pas du bon sens pour tout le monde. Ce qu'il faut arriver à comprendre. Moi, c'est aussi un des problèmes que j'ai dans la vie, c'est d'intégrer que tout le monde n'est pas comme moi. Que donc, c'est pas parce que je pense ça, ou que je le comprends comme ça, ou à cette vitesse, ou que je trouve comme ça, que c'est vrai pour tout le monde. Et ça rend pas les autres moins bons. Et c'est juste différent. Alors déjà, c'est compliqué. Mais je trouvais que c'était vraiment du bon sens. Bon, la vérité, pour boucler avec avant, j'avais fait ITIL, Foundation, j'avais fait Prince2, Foundation aussi, mais en vrai, j'avais déjà des guidelines en tête. Alors,
Quand je l'ai fait, c'était à l'époque du cycle en V, très cycle en V, avec le bon effet tunnel qui va bien. On n'était pas du tout dans le raccourcissement. On faisait des grands trucs qui duraient longtemps, où on captait rien au milieu, et où ça dérapait toujours, et le DSI finissait toujours par se faire virer d'ailleurs. C'était l'époque où ça manquait pas. On lance le changement de RP, le DSI sait qu'il faut qu'il se trouve un job au bout de 12 mois à peu près. Ça ne manquait pas. Et mon premier DSI mentor a été DSI justement parce qu'il a bénéficié d'exactement ça. Il faisait partie d'une boîte qui s'est fait racheter, s'est retrouvé DSI adjoint, ils ont lancé le changement de progiciel de la boîte. Au bout de 2 ans, du coup, ils ont viré le DSI. Ils l'ont mis lui parce que c'était là. Bon, il paraît que ça se passait pas hyper bien déjà avant. Ils l'ont mis là. Puis après, quand ça a continué à déraper, on pouvait pas virer 2 fois le DSI. Donc on l'a laissé aboutir dans le truc. C'est comme ça que ça se fait. Et c'était très courant. Je me rappelle quand j'ai commencé en cabinet de strat, les clients savaient quand lancer un projet de progiciel. Moi, les DSI me regardaient en mode « je vais bientôt sauter du coup ». C'était limite accepté, quoi. Ça faisait partie du job. Ah, tac, c'est 3 ans de ta durée de vie parce qu'on va lancer un projet au milieu, parce que tac, et exceptionnellement, c'était exceptionnel, ou que les as, parce qu'à l'époque, on-prem, avec les grosses Bertha, etc., ça dérapait toujours, c'était toujours plus cher, enfin, il y avait beaucoup moins, on pilotait ça beaucoup moins bien. Même au-delà de la partie solution, même acquisition de solutions. Première expérience, moi, je suis arrivé pour un projet de 6 mois. Quand je suis parti, on m'a dit « Oh, mais on en a encore pour 3 ans. » L'horreur. C'est ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je disais déjà dans mon ancien job, je disais moins avant avec ces mots-là, vu ce que je vais dire, surtout que j'avais signé quelques années avant pour un projet de 4 ans. Je disais, quand j'étais chez Orpi, je dis, je ne fais pas de projet de plus d'1 an. Pour moi, ça fait partie des espèces de métriques que je me mets. Si ça dépasse 1 an, non, on va le découper, c'est tout. C'est juste, on va le découper, c'est pas grave. S'il y a besoin de fonctionnalités qu'on sait pas faire, en moins, on sait pas faire, mais on va le découper. Sur une mini-partie, on le découpe de quelques manières. On peut pas. Je trouve que c'est un bon indicateur. Et en vrai, quand déjà je planifie 1 an, je sais que ça fera pas 1 an, parce que la vérité, sauf quand on fait très gaffe, parce que nous, du coup, on a pris quelques réflexes, on prend de la marge, etc. Tous les chefs de projet prennent de la marge. On va tuer les tabous. Tous, ils prennent de la marge, sauf les très newbies. Mais ça arrive. Mais on prend de la marge. Mais souvent, on est quand même rattrapé. Puis il suffit de quelques grains de sable, en fait, pour que ça prenne une petite plaque de verglas. On se prend le platane. Mais et on peut peut toujours vite prendre de la dette, en fait. On accumule obligatoirement de la dette qu'il faudra payer un jour. Donc, en fait, c'est ingérable. Il y a pas prendre de toujours des trucs. Mais il y a toujours des trucs qui arrivent. Mais parfois, mon projet, c'était 6 mois, je l'ai fait en 7. C'est pas grave. De toute façon, il y avait un mois d'été au milieu. Oui, mais pour moi, c'est du retard. Mais par contre, des fois, on se dit, j'ai pris de la contingence. Putain, je pensais que j'allais déraper. Puis en fait, le projet devait durer 8 mois. Mais en fait, il a duré 12. Il y avait quand même 50% de plus. Ça peut arriver. Ça finit quand même excessivement rarement dans les délais à partir d'une certaine taille, on va dire, d'un certain nombre d'intervenants. Après, ça dépend aussi de la nature des projets. Aussi. Mais toujours est-il que je capte là-dessus, parce que j'avais connu une expérience qui m'a marqué sur un espace client développé. Bon, la vérité, le projet, ils l'ont fait n'importe comment, et c'est pour ça que les résultats, c'était n'importe quoi. Il n'y a pas de miracle. Si la méthode, elle est pourrie, les résultats, ils sont pourris. Il n'y a pas de magie. C'est pas vrai. Gagner au loto, il n'y a qu'à voir le nombre de gagnants. Enfin, c'est pareil. Donc, les gars disaient, mais ça fait 2 ans, le truc n'est pas sorti encore, enfin, pas en totalité, et ce qui est sorti ne répond pas à nos besoins. Ça, alors déjà, le peu que j'ai regardé, oui, vos besoins, ils ont évolué. Ça, ce qui est sorti, c'est un truc que tu as demandé au début. Voir, il n'y a pas de besoin. Ils étaient moins pires que... C'était pas le pire du pire là-dessus. Okay. Mais oui, on peut en reparler. Mais, oui, tes besoins, ils ont évolué. Mais, franchement, je t'en veux pas. À l'époque, on est en 2021. Tu t'as lancé le truc juste avant le Covid, il y a eu le Covid au milieu, machin, et puis le monde informatique, il évolue quand même de plus en plus vite, donc, tu t'as imaginé de nouveaux trucs que tu veux. C'est normal, en fait. Mais par contre, ce qui est pas normal, alors déjà, ce qu'on t'a dit, c'est pas oui, non, etc. Et forcément, comme on le laisse durer 2 ans, comme ça dérive, tu t'attends que ce soit intégré. Les gars te l'auraient livré en 6 mois. T'aurais compris que t'as pas tout. Tu vois voire t'aurais dit ok, je prends note, ça on peut pas. Ah, ça c'est en contradiction avec le premier besoin. Bon, on va étudier, on doit faire une petite pause, regarder que ça se rajoute. Ça peut être interverti. Mais si on fait pas cette analyse, tes priorités, c'est pareil. Ça va être... Moi, j'ai l'impression que c'est plein de lieux communs, ces trucs-là. Comme j'ai coutume de dire, je vais pas me faire mal trop à l'épaule. La porte est bien ouverte pour l'enfoncer. Ça va y aller. Mais c'est ça qui marche, en fait. L'expérience montre que c'est ces méthodes-là qui marchent. Peut-être qu'il y en a d'autres. En tout cas, celles-là, elles sont simples et elles sont éprouvées.
Donc, bien sûr que ça évolue. Puis après, effectivement, dans la méthode, ça a été mal géré. Du coup, ça n'a pas donné. Donc, toi, t'es énervé, t'en veux à la DSI, au marketing. En fait, t'en veux à tout le monde. T'es pas content, les clients sont pas contents. En fait, personne n'est content. À un moment donné, quelqu'un te dit non, ça, ce que t'as demandé, là, ça dure 18 mois. Donc, en fait, non, je vais pas le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper. Tu sais quoi, ces 18 mois, on va faire 9 et 9. On va regarder, puis on va mettre les premières choses les plus importantes. Puis, on va faire un bilan. Tu sais quoi, on adaptera les besoins. Tu auras peut-être une nouvelle idée. On fera un autre lot. Je vais de côté le budget global parce qu'il faut quand même une enveloppe savoir, puis on va le découper en plusieurs fois, on va prendre un tiers maintenant peut-être qu'on va filer, puis on sait qu'il nous reste 2 tiers à donner, peut-être, on va peut-être te faire d'ailleurs un 3 fois, j'ai dit 9 et 9, mais peut-être c'est 3 fois 6. Et quand je dis ça, il faut regarder, ça dépend, mais ce qui est important, c'est de se dire, c'est sans fin, les projets sans fin, c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis arrivé chez Apart City, j'ai quand même fait un projet, on a poké avec le leader et le challenger du marché sur un périmètre hyper important. Donc, alors, la préétude était avant moi, je savais pas. J'arrive, il y a le leader et le challenger et on les poke. Je suis arrivé, je suis a priori le seul à avoir un niveau d'anglais suffisant pour discuter avec les Américains du contrat. Donc, on en est à ce stade. Bon, aussi, très américain, avec tous les C-level autour de la table qui me jurent les yeux dans les yeux, la main sur le cœur que ça va marcher. On fait les choses. Ça commence par des mauvaises surprises, ce qui m'a permis de reprendre les fameux C-level et de leur dire, vous me rappelez ce que vous m'avez promis en call, je ne l'ai pas. Sur cette partie-ci, t'en parles et puis du coup ça va faire le lien avec ce qu'on va dire. Donc là on est d'accord, il y a ton équipe, il y a un intégrateur. Non, il y a l'éditeur, c'est l'éditeur qui intègre. C'est directement l'éditeur qui intègre. Est-ce que vous avez un tampon entre les deux ? Entre qui et qui ? Entre la DSI et l'éditeur. Non. Qui fait ce rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage, la DSI. De garde-fou. La DSI, parce qu'en fait, tout simplement, et alors, juste, je finis, je reviens là-dessus. Ce qui se passe, c'est que quand on fait le choix, on doit être en mars. On avait des plannings, des délais. J'ai dit, de toute façon, compte tenu de plein de choses, compte tenu de ce que je pense, on met en place avant. Alors, initialement, j'espérais faire avant l'été parce que nous, c'est nos gros mois, etc. Donc, ça donne un projet très compressé. Il se passe ce dont j'étais sûr qu'allait se passer, parce que ça ne se passe pas comme prévu, ce que tu disais tout à l'heure. Pour avoir le contexte global, cet outil qui est hyper important pour nous s'adosse à notre fameuse colonne vertébrale du SI, que je récupère dans un état catastrophique quand j'arrive. Et en gros, mon premier boulot plutôt la nuit, parce que c'était pas prévu, et parce que quand ça pète, et puis que j'ai de la chance d'avoir une partie des équipes techniques qui est très mobilisée, très investie. Donc, partie de travail la nuit. Pour la petite histoire, quand je dis ça, c'est pas du pipeau. J'ai mon super expert, un des fameux du pool, là, qui avait installé son moniteur dans sa chambre à coucher pour contrôler plusieurs fois dans la nuit que les serveurs étaient encore up et les redémarrer au milieu de la nuit quand ça allait pas. Je fais une parenthèse, mais c'est vraiment ça. La ligne de script toute prête. Exactement. Et lui, c'est un grand malade. Lui, je le menace de lui couper ses accès pendant les vacances pour qu'il travaille pas. En tout cas, pas pour moi. Donc, je vois ça et je dis, de toute façon, quand bien même vous voudriez mettre ça, nous, on va intégrer les trucs. Bon, si c'est pas pour... parce que je le sentais pas, hein, le président, il voulait ça pour... on a commencé en mars, il voulait ça pour avril, hein, évidemment. Donc, je lui ai dit, Vincent, si tu peux me casser la jambe et me demander de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, t'auras beau me crier dessus, ça marchera pas. Donc, si tu veux, vire-moi. Mais en fait, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Moi, je vais pas te mentir, ça sert à rien. Donc, on est au taquet. Tu me connais pas bien. Enfin, ma durée de vie, je suis là depuis pas... J'ai pas 3 ans d'ancienneté comme maintenant. Maintenant, il sait. Maintenant, il questionne pas, quoi. Donc, mais tu vois. Bref. Et j'ai dit, de toute façon, il faudra qu'on fasse au mieux pour intégrer. Puis on arrête, on n'ajoute pas de trucs. Après, on voit ce qu'on peut développer. On est encore avec cet outil en train d'essayer d'incrémenter des fonctionnalités. On a fini par intégrer tout. Ça s'est fait de mars à octobre 2023, du coup. Donc, mécaniquement, 2 ans après, on continue à travailler sur des fonctionnalités qui sont pas opérantes. Pas à cause d'eux, d'ailleurs, à cause de l'écosystème. Mais donc, tout ça pour dire, on capte, on met des choses et on continue. Maintenant, sur le rôle de tampon d'AMOA. Oui. Ce qui se passe, c'est que, je disais tout à l'heure, ça dépend des secteurs, la DSI, le rôle évolue. Comme je suis plutôt un bâtisseur, j'ai pris beaucoup de place. Comme j'avais des gens au CODIR qui n'étaient pas très versés dans la méthodologie, on mouche du coche, on agite les bras, etc. C'est pas péjoratif, hein, compte tenu du contexte, de l'histoire, du secteur, etc. Et du fait que
n'est pas une boîte d'ingénieurs. Je suis désolé de le dire pour les autres, mais on est quand même formé au process. Donc, il n'y avait pas ça. Donc, je me retrouve à être titulaire d'une expérience de projet, de méthodo, de rigueur. Au-delà de ça, je suis ingénieur, je construis, j'ai l'habitude, etc. Donc, assez naturellement, en fait, ils se tournent tous vers moi pour que je fasse les trucs. Parce qu'en fait, ça marche. Ça marche, ça avance, ça délivre, c'est structuré. Il y a la qualité au rendez-vous. C'est ça. Alors, il faut avoir dans le contexte que j'arrive, le dernier DSI avant que j'arrive Régular, qui est resté, c'était 2019. On a demandé de partir, on a mis un manager de transition qui s'est tapé le Covid. Sympa pour lui, qui a été reprolongé. Puis au bout d'un an, c'était censé être 6 mois. Puis au bout d'un an, il a dit... moi, je fais pas ça pour être tout le temps au même endroit. En fait, je vous ai fait passer le Covid, c'était particulier, j'ai prolongé ma mission, etc. Normal. Maintenant, vous trouvez quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Bon, il y a eu un peu de délai, ils ont fini par trouver quelqu'un. Le temps qu'il arrive, quelqu'un, en l'occurrence, il a fait 1 mois et demi. Puis on lui a dit que c'était bien, mais qu'il pouvait retourner d'où il venait. Ce que j'appelle une promotion externe. Et après, on s'est retrouvé avec des managers de transition. Et après, je suis arrivé. Okay. Sachant que la chasseuse, quand elle m'avait contacté la première fois, elle m'a dit je vous ai vu, je vous appelle, mais en vrai, là, j'ai trois candidats shortlistés qui rencontrent le président, donc c'est mort. Ça tombe bien, à l'époque, j'avais pas d'ambition de bouger. Donc je lui dis, pas de problème, c'est cool le contact, retenez mon profil, ce que je souhaite faire, parce que je voulais partir de Paris pour des problématiques familiales. Mais ça m'arrange, appelez-moi dans 1 an et demi. Elle m'a appelé 2 mois après en me disant c'est reparti. Ils se sont tous fait dégager. Du coup, j'ai un peu de pression là pour avoir quelqu'un là. Aucun qui a passé le final cut. Donc voilà. Donc j'arrive avec plutôt quand même de la pression, etc. Ils étaient en recherche. Donc je prends une équipe sinistrée où le dernier DSI de transition avait tout le monde en direct pour les coucouner, les rassembler, les remettre un peu d'aplomb, etc. Donc le contexte globalement est pas simple. J'arrive, je sais faire, j'organise. Un ancien dirigeant, je sais plus quoi exactement, si je me rappelle, c'était le DSI du groupe ADP qui m'avait dit, parce que j'étais passé devant lui quand le DG de la filiale me recrutait. Donc ADP, Aéroport de Paris. Pas la paye. Et il m'avait dit, dans les conditions de stress, quand on affronte le stress, que la situation devient difficile, c'est un réflexe naturel, on se recroqueville sur les périmètres qu'on maîtrise. Ce qui est très naturel, que j'ai depuis qu'on me l'a dit, que je l'ai en tête, je l'observe. Ce qui est vrai, ce que je comprends, ce qui est naturel. Il m'avait donc dit, on avait le choix entre toi et un super techos, on n'a pas pris le techos parce qu'en fait, on ne veut pas que tu fasses de la technique. Et que quand ça va devenir dur, on ne veut pas que dans le stress, tu te réfugies dans la technique. Et en l'occurrence, lui, il y avait le risque et toi, il n'y aura pas le risque. Il m'a dit aussi d'autres trucs, c'était pas que pour ça, mais en tout cas, c'était un des trucs. Je l'ai observé, je l'ai vu, et c'est vrai. Donc moi, j'arrive, alors... pour comprendre le contexte, donc je déplace toute ma famille en province. Donc j'ai un tout petit peu de pression. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai fait ce choix, c'était très con en vrai, parce que si ça se passe mal, mais même juste si mes chefs, ils peuvent pas m'encaisser en fait, parce que incompatibilité d'humeur, j'en sais rien, c'est n'importe quoi. Mais bref, je l'ai fait comme ça. Donc j'ai quand même un petit peu de pression, j'ai envie que ça marche. Moi, c'est quand même un moment que j'ai envie de quitter la région parisienne, j'ai très envie que ça marche. Forcément, je me réfugie un peu à un moment. J'étais au four et au moulin avec la technique, là, les fameuses nuits avec le moniteur dans la chambre, mais en vrai, je suis facilitateur à ce niveau-là. Je ne suis pas d'obédience technique à la base, même si je pense qu'en fonction de qui on me met en face, je suis assez à l'aise, mais si je vais voir mes équipes d'infra, ceux qui savent, c'est très clair. Donc, je suis quand même là, mais dans un rôle de facilitateur. D'ailleurs, à vrai dire, je me sens un petit peu démuni, je sais pas quoi faire, etc. Même si je comprends des trucs. Parce que comme je suis un peu logique, quand il m'envoie des scripts, etc., même si je connais pas, je suis capable de décrypter ce que fait le programme, ce genre de choses. Puis pour le coup, en école d'ingé, j'ai fait les petits distributeurs de billets en VB ou des trucs sous Maple ou des trucs comme ça. On a fait 5 ans de dev normalement. Voilà, normalement, ça dépend à quel... non, mais moi c'est une école d'ingé généraliste, donc c'était une option l'IT. Du coup, je fais ça et du coup, quand ça arrive sur des sujets projets, parce que je suis là en mode au four et au moulin, puis parce que c'est aussi ma nature, mais quand j'arrive sur des projets, là, je me sens comme dans un poisson dans l'eau, donc je prends le lead. Donc j'impose les standards et comme je viens de te dire, c'est pas la technique qui me caractérise. Moi, mes vies passées, ça n'a pas été MOE. Et ça n'a pas été MOA, ça a plutôt été AMOA, en fait. Parce que, en vrai, oui, j'ai vu des choses. Oui, quand je sortais de cabinet d'audit, j'étais plutôt au taquet sur des process financiers où je pouvais presque faire de la MOA. Mais en vrai, j'étais surtout
AMOA. Je suis pas un expert des process, puis comme j'ai vu beaucoup de secteurs différents, en plus, ça dilue cette expertise, quoi qu'on en dise. Même s'il y a un process de order to cash, c'est le même en banque peut-être pas en banque, mais c'est le même dans un aéroport que dans l'hôtellerie, mais même, voilà. Donc, je caricature un peu quand je dis ça, puis pareil que j'ai tendance à me rabaisser un peu automatiquement, donc voilà. Mais du coup, je suis très dans ce truc projet. Donc, je dis, on va prendre la main. Et en vrai, comme c'est le gros projet, que je sens bien que c'est un peu ça. Il faut que je réussisse ça, quoi. C'est tout ou rien. Je dis, j'avais pas réorganisé la DSI parce que mon chef et la DRH, ils m'ont tous les deux incité à prendre mon temps. C'était une de mes premières missions à faire. Oui. Donc, je suis arrivé début octobre. J'ai annoncé la réorg officiellement aux équipes, genre le 30 mai. Donc, j'ai pris genre 8 mois quand même. Moi, je trouve ça énorme. Hein. C'est énorme. En vrai, j'avais des bonnes idées déjà en février-mars. Donc, 5-6 mois que je trouve plus raisonnable entre l'actu qu'il y avait, le fait qu'il y a quand même Noël entre les deux. Hein. C'est pas pareil octobre-mars que janvier-juin quand même. Au-delà de ça, il y avait des choses qui faisaient que c'était difficile à faire en plus court. Après, sinon, dans l'absolu, je trouve que 3 mois, c'est quand même un peu court. On ne perçoit pas certaines choses, on ne se rend pas compte. Et que je trouve que 6 mois pour organiser un truc, c'est pas mal. Ça se fait souvent en 2 phases, c'est ce que je vois aussi. Hein. Généralement, voilà, on a les 100 premiers jours du DSI. À la fin des 100 premiers, il faut commencer à arriver avec quelques convictions. Rapport d'étonnement, avec des convictions. Avec un certain nombre de choses. Commence à y avoir quelque chose qui se met en mouvement, ne serait-ce que pour impulser son ADN de DSI, son ADN de dirigeant. Et puis après, en effet, au bout de 8 mois, 10 mois, 1 an, on commence à mettre la seconde. Et là, on leur dit, les gars, ce que je vous ai dit sur toute la partie build, sur toute la partie run, qualité de service, etc. En fait, maintenant, il faut que ça se bouge. Et soit je fais appel à mon armée de consultants qui vont venir dérouler tout un tas de choses, soit on se bouge, quoi. C'est ça. Mais il y a un petit point, c'est que nous, on aura l'occasion d'en reparler, mais j'ai pris le niveau très bas. C'est-à-dire que franchement, vu les moyens qu'ils avaient, qu'on leur mettait à dispo, ils ont fait du super taf. Alors, c'est de l'artisanat, c'est de la bricole, mais franchement, il y avait vraiment des trucs bien. Puis surtout, j'avais de la chance d'avoir de la qualité dans l'équipe. Mais par contre, on était juste pas au niveau on était au niveau sur rien. Mais sur rien. Donc en fait, moi, je dis souvent, vous emballez pas, on n'est que là. Mais ok, notre vision, elle est bien. Ok, elle est plutôt partagée dans le club de DSI que j'ai monté, la confrérie des DSI. Souvent, on me dit, c'est super ce que tu fais, machin. Genre, ok, du calme. C'est la vision, là, c'est ce qu'on regarde en haut. Mais nous, on est là. Hein. Et par contre, je suis parti de tellement bas qu'on a beaucoup progressé. Mais on est encore très loin. J'estime pas que ce soit satisfaisant parce que je suis très exigeant, je suis un peu perfectionniste. Donc du coup, j'ai toujours envie de plus. Et l'appétit vient en mangeant en plus. Donc il y a un peu de ça. Mais on reste quand même, à mon sens, pas haut. Et c'est marrant, je disais ça, on parlait data. Je disais ça à la personne dont je te parlais, qui a un cabinet de data dans le coin. Quand il a mis, parce qu'il a un observatoire de la data, donc il a catégorisé dans un langage, je ne connais plus les termes, mais de jardinier, cultivateur, etc., avec un arbre qui pousse, etc., où en sont les entreprises. Déjà, les entreprises pensent toujours que les autres sont très en avance, alors qu'en fait, sur le chemin de la data, il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, quand je suis rentré en contact au début... C'est très peu mature. C'est ça, et en fait, je me considérais plus bas que je n'étais en réalité. Donc... C'est pareil, quand je dis ça, je suis peut-être un peu plus haut que ce que je veux bien dire. Ça se trouve, ça me ferait plaisir. Mais donc, j'arrive, il y a tout ça qui arrive en même temps qui fait que je me ressente sur mes compétences, sur là où en gros, dit crûment, là où je sais que je vais scorer. Piloter le grand projet, faire du planning, de l'intégration, du machin, arriver, donner le truc, suivre le rythme. Ok, je fais ça en dormant. Enfin, c'est pas incroyable, c'est que j'ai fait ça tout le temps. Donc, je sais faire. Donc, je me retrouve dans une dynamique. Alors, il faut que j'embarque. Il se trouve que le directeur métier qui est face à moi est quelqu'un qu'on m'a fait rencontrer en entretien, avec qui le feeling passe plutôt bien. On se retrouve à être bien, on comprend tous les deux qu'on est dans le même bateau, qu'on a intérêt. Je prends un peu lead mécaniquement parce qu'on a des interlocuteurs anglais et qui parlent anglais comme une vache espagnole. Donc ça se fait comme ça. Il voit bien que j'ai fait du projet, il voit bien que je parle informatique, il voit bien que je parle anglais. Donc en vrai, il est tout le temps dispo, tout le temps en soutien, et il m'a même... Et ses équipes ont fait des plannings pour moi. Enfin, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas il se détache ou quoi que ce soit. Il est vraiment là, mais c'est pas qu'il me laisse le lead. C'est que ça se fait naturellement, en fait. Et ça se fait naturellement. Pareil, on en parlait. Parce que je montre que je délivre. À partir du moment où on est à l'heure,
Les gens, ils sont contents d'avoir quelqu'un qui est à l'heure. Ouais. À ce moment-là, c'est toi le chef de projet finalement. Franchement, non, il y a un chef de projet, mais je le colle au basque. Tous les lundis, je suis dans le bureau de mon président à 14h. C'est toi qui rend les comptes. Donc tous les voilà. Et puis nous, mon adjoint et moi, c'est très important pour nous qui rend les comptes. Oui. C'est-à-dire, déjà, il y a une personne qui est sponsor. Quand le président il doit poser une question, il va poser une question à 7 personnes. C'est pas lui qui fait. Oui, bien sûr. Et c'est pas sa faute s'il y a un problème. Enfin, ça peut, mais ça peut ne pas l'être. Mais il y a quelqu'un qui rend des comptes et il y a une unique personne. Jeune, quand j'étais au primaire ou au collège, voilà, on me disait on est un con. Dès que chaque fois que je vois dans une... Oui, on va faire ça pour la prochaine fois. Je prends les paris à chaque fois. Si je dis rien et qu'on en reste là, on revient la prochaine fois, ce n'est pas fait. Parce que c'est on, c'est-à-dire personne. Donc, c'est important de mettre un nom sur action. Ça fait partie des bonnes pratiques aussi. Tout à fait. Action, nom, unique, date, unique. Et tu sais quoi, la date, si c'est pas fait, ça peut arriver, c'est peut-être normal, on a peut-être dépriorisé. On va pas te couper la main, en fait. Par contre, mon adjoint, j'aime beaucoup certaines de ses phrases, il dit « La différence entre un rêve et un projet, c'est une date. » Et c'est hyper vrai. Ouais. Donc, en fait, je fais un peu le rôle de super chef de projet parce que je colle quand même bien au basque. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est plus réservé que moi, donc il n'est pas au contact du métier. Moi, j'ai cette vision, ça nous permettra de basculer sur le rôle de product manager qu'on a essayé de mettre en place, ou du moins de la manière dont on le voit. Cette vision qu'on est au service du métier, que donc, en fait, en vrai, le bureau du chef de projet, il ne doit pas être à DSI, il doit être dans la direction métier du projet qu'il a, parce que c'est lui le premier à savoir, à devoir comprendre. Et c'est pas pareil, c'est pas lui l'expert. C'est pas lui l'expert du order to cash, pour reprendre l'exemple. Là, on parlait de revenu management. Dans l'hôtellerie, comme dans l'aviation, c'est comme ces fameux, tu sais, t'allais sur les comparateurs, les billets d'avion, le même trajet, là, changeait 3-4 fois de prix dans la journée. C'est ce qu'on appelle du revenu management. J'ai découvert ça dans l'hôtellerie, ça existe dans l'aviation. Il y a des directions, des gens spécialisés pour ça. Ouais, tu m'avais parlé d'un outil pour ça, c'est Manager. Alors, nous, on a IDeas qui fait ça. Ouais. Alors, en vrai, leur outil, c'est G3, mais le nom de l'entreprise, c'est IDeas. D'ailleurs, pour le coup, ça fait partie de nos partenaires top créneau, les plus excellents. Et c'est eux que j'ai secoué, d'ailleurs. Et vraiment à l'américaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un vendredi soir à 20h, j'ai envoyé un mail en disant « Les gars, ça va pas du tout. » J'étais de Common Client, je suis passé à Gold Client. Et il n'y a pas d'intermédiaire, 0, 1 à fond, et là, mon Dieu, incroyable, quoi. Mais incroyable. Okay. Et ça se passe pas toujours comme ça. Le gars du Codir m'en reparle quand on se voit. Il me dit « Je me rappelle la première fois, quand tu m'as dit, tu m'as promis à la dernière réunion, on n'y est pas. Moi, je crois les paroles. » Une tarte. Oh là là, donc, on est dans cette dynamique-là, et le chef de projet est assez introverti en réception, et moi, je suis très... 1, c'est ma nature. 2, j'ai la conviction que c'est comme ça qu'on y arrive. Et 3, chaque fois que j'ai vu les effets que ça donne, il n'y a pas photo. Le chef de projet, que nous on appelle autrement, et je vais y venir, il doit être au contact. Donc en fait, l'idée c'était de ramasser. Donc je le prends par le callback, je le colle, je passe ma vie à lui dire « T'es allé voir les métiers, t'as fait valider ça aux métiers, ils en pensent quoi les métiers. » Et mais il ne devait plus en pouvoir. Hein. Franchement, je suis sûr qu'à sa place, il y a un moment donné dans ma tête, je me serais dit « c'est bon, vas-y, file le job au métier, tu me casses les couilles avec les métiers. J'entends 12 fois ce mot. C'est pour eux qu'on le fait. C'est eux qui doivent être contents. Moi, j'ai mon as à la maison. Si je veux bidouiller à la maison pour moi, j'ai pas besoin de venir au bureau. Hein. D'ailleurs, le fameux pôle technique, ils ont leur labo. Ils n'ont pas besoin des métiers pour bidouiller s'ils veulent bidouiller. Hein. Donc bref, je le pousse là-dedans pour plein de raisons. C'est devenu un de mes top gars maintenant, mais à l'époque, c'était pas ça. Il a fallu un peu qu'on travaille, qu'on progresse. Mais il a ce qu'il faut en lui. Et il est très très bien. J'espère qu'il regardera. Et du coup, on arrive à faire... compte tenu du projet, du fait que ça avance pas bien, pas forcément, qu'on n'est pas encore dans la vision de ce qu'on délivre comme ça. Il se trouve qu'à cette époque, par ailleurs, j'ai ma star, chef de projet star. C'est-à-dire qu'en gros, 6 mois avant que j'arrive, on recrute un chef de projet pour un poste de chef de projet SIRH qui est très clairement... qui vient de l'extérieur, qu'on est allé chercher, qui a fait du cabinet à Paris, qui est dans la région, qui s'emmerde un peu dans le public, là, dans la région, qui est très dynamique, qui est un peu fait comme moi. D'ailleurs, quand la chasseuse me recrute, elle me dit « Vous allez voir, j'ai recruté un chef de projet, ma main à couper, il va beaucoup vous plaire. » Et il n'y a pas de doute, c'est une machine tout-terrain, il est intelligent, il avance, tout ça. Bon, j'en ai beaucoup des bons quand même, objectivement. Alors, j'ose espérer que j'ai un peu apporté, mais j'ai quand même plutôt...
voilà, un niveau moyen qui est plutôt satisfaisant, notamment dans le savoir-être, donc tout le monde progresse bien, donc c'est assez agréable. Et toujours est-il que du coup, je les mets un peu en binôme sur le truc à un moment donné, parce que le premier vrai projet qui marquait la digitalisation, c'était mettre un outil de gestion de temps et activité digitalisé. Avant, ça va être incroyable pour ceux qui écoutent, tous les 1200 collaborateurs, on est plus en fait, on dit 1002, mais on est plutôt 1005, parce que ça bouge beaucoup, l'été, les extras, machin, les CDD. Envoyaient chaque fin de mois un fichier Excel en disant les heures qu'ils avaient faites. Tous à la RH qui saisissaient les trucs. Ce qu'on a su quand on a fait, parce qu'on fait des bilans, on va en parler, mais quand on a fait le bilan, on s'est rendu compte, et je suis triste de ne l'avoir appris qu'un an après, il y avait que 30% des gens qui envoyaient la feuille de temps. Sauf à la DSI, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même. Comme je veux que les gens respectent les process, et ils ont tous ordre d'être les premiers sur les process. C'est pour ça qu'on a toujours fini les campagnes en premier. Ça me paraît normal si on demande des trucs aux gens de le faire soi-même. Du coup, lui a montré la valeur qu'il a fait avancer le sujet. Alors j'étais assez au contact là-dessus, mais c'était moins attendu. Mais surtout, je me rends assez vite compte que ce gars, il est foutu comme moi dans sa tête. Il sait faire, il avance bien. Il a le fit avec les clients internes qui va bien, parce qu'il venait de cabinet, il sait ce que c'est un client. Il a eu ce rôle de chef de projet AMO intérieur, donc naturellement, il l'a vécu, puis naturellement, il sait bien le faire. Donc je les mets en binôme pour rassembler. Il se trouve qu'en plus de ça, leur période de congé étant ce qu'elles étaient, ça permet d'avoir plutôt quelqu'un de tout le temps, parce que moi, j'étais à lire les boîtes mail partagées pendant mes congés. Ça n'a pas marché, je renvoie au support en Inde du prestataire pour dire « ça n'a pas marché là-dessus ». Bon. On avance, donc je les mets en binôme, mais avec toujours ce souhait de pousser vers plus de contact avec les métiers. Tu pousses l'orientation client, l'orientation service, c'est ça. etc. Étant donné que le projet dérape un peu, ça prend, les métiers ont beaucoup de stress, c'est plutôt une direction métier qui est... C'est pas les plus détendus de la boîte, quoi. Enfin, c'est des gens qui aiment le travail bien fait, pareil, qui aiment quand c'est carré et tout, et qui ont un niveau de stress du coup élevé. En plus, les pauvres, ils sont impactés par les résultats plus vite, ils sont sous le feu des projecteurs, donc c'est eux qui prennent les claques avant. Donc, forcément, ça demande certaines choses. Donc, voilà. Donc, on permet d'avancer. À la suite de tout ça, à l'époque, j'ai mon adjoint qui n'est pas officiellement mon adjoint, qui est quelqu'un qui est un indep, qui est un prestaf, c'est un ancien dirigeant, un ancien DSI, il a monté des boîtes, etc. On discute sur la manière, je l'ai beaucoup sollicité sur la réorg de la DSI, qu'est-ce qu'il en pensait, qu'est-ce qu'on voyait, etc. Et petit à petit, comme je fais la réorg, il pilote ce que j'appelle le pôle métier à la DSI, qui n'est pas un pôle projet, qui est un pôle métier, parce qu'il faut comprendre qu'on fait du projet de partout. C'est-à-dire qu'une méthode qui doit être maîtrisée de partout. Par contre, c'est un pôle métier CE en contact avec les métiers CE qui doivent être là pour les métiers. C'est le premier truc. Mais je veux qu'on comprenne que le projet il peut se dérouler ailleurs, chez d'autres gens, et que c'est pas que eux. Et quand je commence à faire ça, je discute avec lui. Donc, il prend ça en transition. Alors, depuis, j'ai réussi à le recruter. J'ai beaucoup de chance. Mais je crois qu'il dit la même chose aussi. Mais j'espère. Il me l'a déjà dit. Je l'ai déjà dit devant un prestat. Et c'est validé. Il m'a dit que c'était réciproque. Mais du coup, on est là, on réfléchit. Et j'ai cette vision parce que chez Orpi, j'avais déjà voulu faire ça. Quand j'y suis, on veut changer, pareil, l'outil colonne vertébrale. On me dit, il faut prendre un prestat, etc. Moi, j'avais déjà cette vision de après. C'est bien de foutre un outil. Très bien. Déjà, il faut faire bien le projet, que ça réponde aux besoins, que ça... Ok, et après? Il se passe quoi après? C'est-à-dire que en 2006, quand j'ai commencé à travailler, ok, on met un PeopleSoft, un SAP... de toute façon, ok, on t'a paramétré, on t'a fait tes petits développements spécifiques. Il y avait un marché parallèle des développeurs spécifiques sur tous les gros progiciels. Non, mais il y en a toujours. Parce qu'on développait sur les versions on-prem, que quand le paramétrage suffisait pas, on faisait des développements. Et quand les gens ils avaient une mauvaise vision, ils faisaient n'importe quoi, et puis ils avaient un truc avec tellement de verrues que c'était immaintenable et plus supporté. Quand j'étais en management de transition, c'était un PeopleSoft qu'on avait, qui faisait tout. Donc c'était en 2012... que j'y étais, je crois, plus supporté depuis 2006, je crois. Parce qu'il y avait tellement de verrues de partout que c'était plus... versions sont... Et c'est aussi pour ça qu'on a fait ça. Donc, avant, il y avait cette vision. Là, justement, c'est cette vision produit que tu mets en place. C'est ça, mais c'est surtout qu'à cette époque, on avait fait nos devs, on avait fait nos machins. C'est bon, on est carré. Ça va bien, ça marche bien. On se revoit dans 5 ans. Parce que de toute façon... En gros, là, pendant 3 ans, il ne va rien se passer. On se revoit à la montée de version. Pas forcément. Le besoin évolue. C'est pas que le besoin évolue pas, c'est qu'on n'a pas cette attente. On n'a pas la même attente.
Le produit n'évolue pas à la même vitesse, déjà parce que les technos ne le permettent pas forcément, parce que ça apporte pas énormément. Donc on est sur des cycles d'évolution de l'outil qui sont, je sais pas, triannuels. Bah, je caricature probablement, hein. Les experts de l'époque, j'étais trop jeune, ils me diraient que je raconte peut-être n'importe quoi. Mais on va dire, dans l'idée, c'est ça. Aujourd'hui, en fait, si j'ai pas des vols tous les trimestres sur un outil, bon, ok, si je prends ADP de la paye, le gros outil, ok, bon, j'attends qu'il passe les réglementations, je lui en veux pas s'il ne m'apporte pas de la nouveauté tous les trimestres. Mais par exemple, j'ai mis en place un outil de gestion des entretiens annuels. Oui. Dans la partie SIRH. Il se trouve qu'on a sélectionné une boîte qui est une jeune boîte, plutôt ses clients c'est plutôt PME ETI, qui va grossir, on les a depuis 3 ans, du coup ils doivent avoir 8 ans d'expérience, 8 ans d'existence, un truc comme ça, qui sont des gens qui avaient monté des boîtes avant, qui n'avaient pas été success. C'est très rigolo parce que le jour où je suis dans la salle pour faire la soutenance, quand j'ai commencé à poser des questions par rapport à l'âge de leur société, que je lui ai demandé un certain nombre de choses, il y a, comme on dit dans les startups, l'employé numéro 3 ou 4 ou 6, je ne sais plus, qui pilotait le truc, qui était très bien, qui a dit je vais voir si le fondateur il est dispo là, parce que là, je suis complètement dépassé. Et j'avais des Teams dans tous les sens, des RH, de mon chef de projet, de tout le monde qui disait mais c'est quoi cette question, heureusement que tu es là, mais incroyable. Mais parce que moi j'avais fait ça déjà. C'est tout. Je ne suis pas meilleur que les autres. C'est que je l'avais fait. Mais on évaluait le truc. Mais bref, dans la discussion, c'est légitime. Tu as 5 ans, tu es un produit pas fini, puis tu es moderne. Si en gros, je crois qu'ils ont dû monter la boîte en 21, un truc comme ça. Un peu plus jeune, ils sont un peu plus jeunes. Bon, mais admettons, tu es sur des technos nouvelles. Paquet, hein. Non, mais voilà, ça fait mal. Tu es sur des nouvelles, tu vas me faire évoluer ton outil. Je veux le voir évoluer. Je vais évoluer avec toi. Et on va évoluer ensemble. Surtout que tu n'es pas gros. Surtout que tu es content de m'accrocher. Surtout que j'en joue, mais que tu en joues aussi. Et, et le seul truc qui est important, c'est que ce soit équitable pour chacun et que tout le monde mange. Et que plus personne n'ait faim à la fin. Si je te casse le bras dans le dos parce que j'ai voulu te saigner, en vrai, même si tu acceptes, moi je vais le payer 20 fois. Oui. C'est très net, j'ai plein d'exemples là-dessus. Et donc, on imagine, et il y a une discussion sur, très bien, c'est quoi l'après ? Parce que, ok, on sait que vous n'avez pas ça, vous êtes jeune, vous avez anticipé, vous avez dit que vous allez mettre en place là, mais ok, ton produit va évoluer. On peut faire un point tous les trimestres, on peut voir dans 6 mois. Et comment on pèse sur ta roadmap ? Est-ce qu'on est un gros client ? C'est-à-dire, c'est quoi l'avenir ? Parce qu'en vrai, ce que je dis souvent aux équipes, leur boulot, c'est de regarder aujourd'hui là. Je regarde pas aujourd'hui, c'est pas mon boulot. Moi, je regarde pas demain d'ailleurs, je regarde après-demain. C'est ça mon boulot. Du coup, c'est l'idée de se dire qu'est-ce qu'on fait après. Donc quand on signe pour revenir, on est dans ce partenariat de dire ok, on va bien, bon, vous m'avez prouvé que vous êtes capable de rehausser votre niveau, parce qu'ils m'ont invité à Londres dans leur Client Advisory Board, etc. On était en phase de séduction. Sincèrement, le niveau d'intégration avait un peu baissé à ce moment-là. Le soir au cocktail, j'ai glissé 2 phrases. Incroyable. Dès le lendemain, c'était repassé au niveau max. Ils sont très très forts là-dessus. Vraiment très très forts là-dessus. Et donc, on se dit, ok, mais moi je veux vous voir, moi je veux qu'on se voit régulièrement. Toujours avec cette idée, donc quand je parle du pôle métier avec mon adjoint, je lui dis, j'ai fait ça chez Orpi, pour reboucler avec le début, où ils voulaient prendre un chef de projet externe. Je leur ai dit, c'est une mauvaise idée. Je veux qu'on embauche quelqu'un d'interne. On va faire un projet qui va durer 1 an, pour le coup. Enfin, je leur avais dit 1 an, eux ils pensaient qu'ils allaient le faire en moins. Déco, je sais comment ça s'est passé. Ils l'ont pas aussi bien fait que si j'avais été là, évidemment. Mais surtout ça a plutôt pris 1 an. Je leur dis, c'est très bien, mais en fait, c'est clé. Cet outil, il est clé. C'est pas un outil de paye là standard qui va appliquer les règles. C'est un truc qui va répondre aux besoins. On a besoin de quelqu'un qui soit là, qui ait tout l'historique de la construction, qui sache. Si vous voulez que ce soit moi qui le fasse, je trouve ça débile, mais très bien, je le ferai. Mais faut pas quelqu'un qui disparaisse après, parce que la vérité, c'est un câble, même si le câble ne disparaît pas, qu'on paye, etc. Déjà, on n'a aucune certitude que la personne ne soit pas sur une autre mission ou soit pas détachée ou plein d'autres choses. Et je leur dis... Ce qui arrivera nécessairement. Évidemment. Et je leur dis surtout, ce qui est important, c'est qu'en fait, cette personne, elle va avoir accompagné les utilisateurs. Elle connaîtra leurs besoins. Elle saura les questions qui se sont posées.
elle va les voir évoluer. Elle va pouvoir être là pour dire, au fait les gars, on a mis en prod comme prévu, ça marche, super. Bon, maintenant on va s'attaquer à ce qu'on a mis de côté. Vous vous rappelez, un jour il y a quelqu'un qui a dit ça. Lui il veut ça. Bah, bien sûr qu'il vient par aller, c'est mon boulot. Moi je suis là pour rendre du service à lui. Vous êtes... Alors moi j'ai une conception très partenaire. Comme je te disais à midi, on signe un contrat pour se protéger, en l'occurrence pour protéger mon président qui est le mandataire social de l'entreprise, pour s'y retrouver si vraiment on se fait enfumer. J'ai la faiblesse de croire, et c'est un tort, que comme je sélectionne bien les gens avec qui je bosse, ça m'arrivera pas. Spoiler alerte, ça m'arrivera. Donc c'est pour se protéger. Mais une fois qu'on l'a écrit, qu'il est bien blindé pour tout le monde et qu'on est tous confort avec, on le range au placard, on le sort plus. On le sort le moment où c'est la fin. C'est-à-dire que quand on est obligé de le ressortir, c'est l'indicateur clé pour dire bon, c'est quoi, on sort comment, on remplace par qui? Parce qu'en fait, si on doit se battre à coup de contrat, j'ai un très bon exemple. Le site web est hébergé par un hébergeur que je connais de ma vie d'avant. Quand je suis arrivé dans la région, j'ai fait « Oh, incroyable, vous êtes là !» J'ai appelé mon contact, j'ai dit « Incroyable, il faut que je te fasse rentrer sur tous les autres trucs d'hébergement. » Je trouve que l'hébergeur que j'avais là, dans la région, est très très bon aussi et que c'est lui que j'ai gardé. D'accord. Mais bref, pour le site web, un jour, on a le site qui tombe plus connecté à l'heure où c'est le plus de résas. J'envoie un message à mon contact en mode le site web il était déconnecté là, c'est le moment où on fait le plus de résas, est-ce qu'on peut en parler? Bim, j'ai un retour. Je lui ai dit, moi je te posais une question pour en parler, je ne m'attendais pas à avoir un retour de directeur juridique qui décortique le contrat. C'est-à-dire que c'est sa réponse. Ça a été la fin de l'histoire en fait. Oui. Alors il se trouve qu'il y avait un appel d'offres pour renouveler l'hébergement, au-delà du fait que j'ai pas trop aimé qu'il essaye de dire ouais tu sais ton hébergeur il est mauvais avec un tel... Une espèce de mauvais truc où là je me dis ah non mais on n'est vraiment pas aligné en valeur en fait, j'avais juste pas remarqué. Donc d'ailleurs je me suis fait avoir. Je me suis dit, ok, mais si on parle contrat, tu m'envoies ça. Moi, je voulais discuter. Bien sûr que dans ma tête, j'attends que tu fasses un truc. Mais en vrai, parlons-en déjà. Personne n'est parfait dans l'IT, ça tombe régulièrement et c'est ok. Mais surtout, on peut juste en parler. Que tu me dises, ah François, tu sais, honnêtement, je sens bien que tu aimerais qu'on fasse un truc, mais on peut pas, parce que si, parce que ça. En plus, je te rappelle, je t'avais dit, tu ferais bien de te protéger comme ça. Puis la vérité, je te crois sur parole, mais... Comment tu vas me prouver que tu as perdu tant de CA? Qui te dit qu'ils auraient réservé? C'est entendable des choses comme ça. Mais pas m'envoyer la linéa à 3,7. C'est pas le bon état d'esprit. Ouais. Donc, c'est important de construire ce côté partenarial. Donc, quand je parle à mon DSI adjoint, fort de ce que je voulais mettre en place chez RP, je dis, moi, je veux pas que des chefs de projet. Ça m'intéresse pas. Déjà, je vais les faire progresser. Déjà, il y en a qui sont... J'aimerais bien leur donner de la perspective parce que ça intéresse tout le monde d'avoir une perspective, de se dire qu'on peut être augmenté, qu'on peut avoir un variable plus important. Donc, moi, c'est très basique. Il n'y a pas de problème. Apporte de la valeur. T'inquiète, je vais me battre pour toi, mais apporte de la valeur. Donc, on va te positionner, te donner les outils pour. Au-delà de ça, j'avais une personne dans l'équipe qui était support fonctionnel avant et avant que j'arrive pour le terme de promotion, pour la récompenser, on l'a foutu chef de projet. Oui. Je supporte pas cette manière de faire. Tu as envie d'être chef de projet, tu as les compétences pour, ou on estime qu'on va arriver à te former. C'est ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas parce que tu es fort dans un rôle, ou parce que... Alors, si c'est pour te récompenser que tu as émis des souhaits d'eux, ok. C'est comme l'expert qui passe manager pour le récompenser. Mais c'est pas le même taf, en fait. On sait peut-être d'avance, tu vas être très mauvais. Moi, j'ai certains experts... Il ne faut pas qu'ils passent manager. Ouais. Je veux bien les augmenter, les mettre super experts, faire en sorte que, mais un manager, non, surtout pas. Quoi. C'est pareil. Donc, ils sont tous à des niveaux différents, parce que j'ai la personne qui a quand même de l'expérience, celui que j'ai épaulé avec mon karting, là, qui est au taquet et tout. Donc, j'ai des profils assez différents. Je recrute un directeur de métropole qui a été recruté par avant, qui vient. Donc moi, je suis content, j'ai quelqu'un du terrain. Pour le coup, lui, en termes de savoir-être, de capacité, il est hyper bien mind-mappé. Ça trace. Donc, je sais que je vais en faire quelque chose. Donc, on est là et je dis, bon, il faut qu'on apporte plus. Moi, j'aimerais que les gens, ils ne soient pas responsables de projet. Ils soient responsables de périmètre qu'on va définir. Évidemment, ce ne sera pas comme ça, ce ne sera pas tac, exactement la compte à lui, parce qu'il n'y en a que 4. Oui. Il y a beaucoup plus de directions. 4 et toutes, elles ne sont pas interconnectées les unes. RSE, on le met avec quoi? C'est un truc à part. Oui. J'ai de la chance, on est une entreprise très RSE, mais elle a 3 personnes. Quoi. Enfin, c'est pas la même chose que le commerce, qui a 60 commerciaux, qui est le nerf de la guerre, le pognon dans le tiroir caisse. Oui. Donc je dis, moi je veux que ça se déploie. Moi je veux que ça aille plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, idéalement, la cible,
c'est que le métier, il se contente d'être expert sur son métier. Par contre, mon product manager, le matin, il arrive et il lui dit « J'espère que tu as bien dormi. Au fait, j'ai vu, j'ai pensé, on va lancer un projet là, j'ai sollicité l'éditeur, il faut que je vois avec François, ça va coûter 30K, en fait ils ont développé cette fonctionnalité, on peut faire ça, je sais que tu as un besoin là-dessus, je connais tes problèmes, je sais que ça va résoudre ce problème. Donc en fait ce que je te propose c'est qu'on lance un truc, alors parce qu'on a mis de la méthode, donc il faut faire un business case pour que ça passe en comité de transfo. On a un comité de transfo digital tous les mois dans lesquels on présente des business cases qui sont les besoins, dans lesquels on demande qu'il y ait un ROI qui soit chiffré. C'est toujours pareil, si ton ROI tu l'atteins pas, on va pas te couper la main. Mais par contre, t'es obligé à mettre un ROI, ça veut dire que c'est pas... C'est toi le sponsor qui est direction métier qui dit que tu as besoin de ça parce que tu vas avoir tel gain. Et après, je veux qu'on fasse un retour sur expérience pour savoir si le projet s'est bien passé, pour voir où on en est du ROI. Et puis tu sais quoi, c'est pas grave. Ça n'a pas donné le gain apporté. Bon, des fois, c'est comme au poker, on prend notre perte et on se couche. Voilà, c'est tout. Tant pis. Peut-être qu'on le remplace, peut-être que juste on met à la poubelle, ou alors peut-être que c'est pas autant, mais c'est pas mal. Et puis, bon, en fait, c'est pas dans 3 ans qu'on a un retour sur investissement, mais 5, on est OK avec ça. Voilà. Il n'y a pas de tabou. Donc, l'idée, c'est de dire, quand il arrive le matin, il sait parce qu'il sait tellement, parce qu'il leur colle au basque. Je leur dis souvent, en fait, toi, tu dois aller voir machin, mais en fait, tu dois connaître quel est l'anniversaire de son mari et ce qu'il prend au petit-déj. Et si elle veut lui acheter une paire de chaussettes parce que ça fête bientôt, tu dois être ça. Comme un commercial qui connaît ses clients au max du max. C'est pareil. Tu dois connaître ses problèmes, tu dois arriver en lui disant oui. Évidemment pas là. Mais on a des product managers qui suivent, qui pilotent la relation avec l'éditeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont censés être plus ou moins au fait des problématiques des métiers. Oui. Donc, dans les discussions avec l'éditeur, ils doivent. Et surtout, ils ont la capacité à faire le lien entre l'éditeur. C'est la fameuse AMOA, ce rôle d'AMOA. Sauf que c'est un AMOA proactif. Oui. On a des points de passage. Ouais. Les product managers ont un point hebdo avec les partenaires opérationnels, dépiler les actions avec le key user. C'est lui qui dit c'est ça que je veux. Et en fait, après, il a un point mensuel qui est avec le responsable de pôle pour un peu d'escalade. Et après, moi, j'interviens dans des points soit trimestriels, soit semestriels. Ça dépend de la maturité du partenaire. Donc, plus on en fait, moins c'est bon signe. Oui. Et après, il y a un point annuel, la grande messe. Bon, la méthodo, comme j'expliquais, on est parti de très bas, donc c'est fait très artisanalement. Donc, on est en train de faire évoluer un peu les choses, d'autant qu'on a un partenaire qui nous a proposé des choses en contre-propale qui sont pas mal, dont on a pris des choses. Parce qu'il n'y a pas de raison. S'il y a des gens qui ont des méthodos très bonnes, moi je suis OK. D'ailleurs, le club de DSI dans lequel je faisais référence tout à l'heure est là aussi pour partager ces choses-là. Et je suis aussi très content si je peux récupérer des méthodos et des bonnes idées de gens qui ont fait bien avant. Donc il y a tout ce pilotage de la même manière que le contrat. Moi, je ne veux pas aller au juridique pour savoir si... Parce que de toute façon, je suis désolé, mais le juridique ne comprend pas nos contrats. Et c'est OK. Je veux dire, comme je disais... Chacun son métier. Voilà, quand je disais la négo avec les éditeurs, c'est normal que ce soit la DSI. Parce qu'en fait, un éditeur, c'est particulier. Ce n'est pas des briques, du crépi, du ciment et des temps d'ouvriers, quoi, en fait. Quand on vend un logiciel qui est déjà développé, en fait, si on n'a rien investi et qu'on n'a juste pas besoin de l'interfacer... En fait, le seul coût de l'éditeur, c'est le temps qu'il passe commercialement à te le vendre. Donc, on peut estimer que c'est quasiment de la marge. Donc, en fait, je devrais te le payer peut-être très peu cher. Mais en fait, c'est pas aussi simple. A contrario, celui qui met beaucoup de thunes dans la R&D. Donc, comment on fait pour savoir combien ça vaut ? On ne sait pas. Donc, le discours qu'on a en face, nous, on le connaît, on le comprend, on connaît les mécanismes. C'est un jeu de dupes. On se fait chacun notre cirque. Ils font pareil que nous, parce que c'est pareil. Ils ne sont pas cons, ils ont évolué. Donc, voilà. Mais on sait faire le balai à deux. Oui. Si je mets le juridique, je suis désolé pour le juridique, on devrait prendre quelqu'un d'autre. Si je mets la compta pour remplacer Sage, ils vont se faire enfumer par les gars ils vont signer, ils sauront même pas, ils vont même pas discuter. Et c'est parce qu'ils le savent pas, c'est pas contre eux. Pareil, quand le juridique me revoit mon contrat, nous on est hyper bien, on a notre contact au juridique, il sait ce qu'il doit revoir, il sait comment il nous conseille, je passe généralement lui expliquer l'état d'esprit du truc pour qu'il comprenne un peu mieux, et après il me demande mon aval sur un certain nombre de points dans le contrat auquel il me dit c'est toi le tech, moi je sais pas, est-ce que c'est ok de laisser l'appli 24 heures sans qu'elle marche, ou est-ce que 2 heures c'est le max acceptable?
Eh ben ça, évidemment, les SLA que c'est moi, j'attends rien de lui. J'attends qu'ils me disent ils n'ont pas pensé à mettre des SLA, parce que maintenant il sait, mais j'attends pas à ce qu'il les estime. D'ailleurs, ce matin, on parlait d'un hébergeur. C'est pas à toi de dire de les estimes. C'est justement à tes exigences métiers de le définir. Oui. Selon tes SLA, etc. Sauf que si on était mature à ce niveau, parce qu'eux, ils vont me répondre, bah non, ça coupe jamais. Et ils n'ont pas cette maturité-là. Mais par exemple, là, je deal en ce moment avec Orange, qui héberge une partie de mes trucs. Et ben, ils ont un retour et le juridique nous dit, ah ouais, non, mais bon, on est OK sur tout, mais ils sont pas OK pour des dommages et intérêts si le site tombe. Je comprends, d'un point de vue juridique, tu as fait ton taf, je comprends que tu demandes ça, et je comprends que tu sois pas choqué, mais que tu nous dises, attention, on n'a pas ça. Usuellement, c'est ce qui se pratique, parce que c'est vrai que même d'un point de vue juridique, qui te dit qu'ils auraient fait une résa. Nous, on le sait d'expérience, mais le tribunal, il prend pas le nous, on le sait d'expérience. Donc, ça s'entend, donc c'est normal. Mais une fois de plus, ça, c'est mon périmètre, c'est moi qui sais, c'est ma connaissance. Donc, on veut, et moi je demande du coup aux product managers qui maîtrisent le contrat. C'est eux qui doivent me dire, ah, François, ça sent pas bon, ils nous ont filé un truc, c'est de l'enfumage. Ou même, là, quand aujourd'hui j'ai une question sur de bases problématiques de mes Chromecast ne marchent pas dans mes hôtels. Je vais pas voir le juridique, j'appelle mon responsable du pôle technique, c'est lui qui gère ce fournisseur, je lui dis, c'est dans le contrat, c'est quoi, il y a de la maintenance ou pas? C'est toi qui me réponds, c'est personne d'autre. Parce que toi, tu comprends les mots qu'il y a écrits. Tu sais ce que ça implique une maintenance sur un Chromecast avec du Wi-Fi en chambre qui est pas... Tu as cette compréhension. Et de la même manière, même pour un positionnement, quand on fait la Contratech, quand on essaie de faire la Contratech, on l'a mis en pause. C'est à mon product manager qui a créé des liens avec le métier, qui connaît les problématiques là-dessus, d'aller faire le SAV, de comprendre le pourquoi et de venir me dire, même quand je ne suis pas d'accord, François, moi j'ai vu le métier, c'est vrai que dans leurs problématiques opérationnelles, je sais que ce fournisseur t'énerve et que tu préférais, mais je pense que lui c'est le meilleur parce que cette fonctionnalité, c'est vrai que c'est pas du nice to have, quoi, c'est du must have. J'ai compris, day to day, opérationnel, c'est vraiment mieux. Il doit avoir ce rôle de conseil. Mais après, le partenariat veut que on a défini des exigences auprès des prestataires, notamment de la réactivité, notamment de l'honnêteté et de la visibilité. Ça paraît très con, mais moi, j'en peux plus. Des partenaires qui nous envoient des roadmaps où, on a fait disparaître des points à l'intérieur, puis, oups, on a oublié de vous dire qu'on avait sucré des points dans la roadmap. En fait, c'est compliqué de bosser avec des gens avec qui on n'est pas en confiance. Et c'est triste. Et en vrai, quand on en arrive à ce point-là, généralement, c'est comme le contrat. C'est la fin de l'histoire. Dans certains cas, ça perdure. Parce que chacun ne veut pas se faire mal. Si c'est un petit truc qui n'a pas trop d'impact et j'ai d'autres choses à faire plus importantes, bon, je vais m'en accommoder. Hein. Je ne suis pas fou. Hein. Pareto, 80-20, c'est toujours pareil. Mais en fait, si ça, c'est pas bon, les roadmaps sont pas bons, et après, on leur demande du conseil. T'es un partenaire, on bosse, on a la chance. Dans l'hôtellerie, il y a des énormes groupes, type Accor, les trucs comme ça, là, que tout le monde connaît de partout. Et j'ai découvert qu'après, c'est nous qui arrivons après en taille. C'est énormément de clients d'hôtels indépendants ou de trucs familiaux de 2-3 hôtels. Si on passe la barre des 10 hôtels, en gros, il n'y en a aucun entre nous et Accor. Enfin, il n'y en a aucun entre les 10 et nous, et aucun entre nous et Accor, quoi, en gros. Hein. Je simplifie un peu une fois de plus, mais donc j'ai été assez scotché de me dire, mais attendez, j'ai que 100 hôtels, mais tous les fournisseurs me déroulent le tapis rouge. Et t'es juste après, c'est ouf. Et Accor, ils ont 12 000 filiales, ils développent les trucs comme s'ils veulent. De toute façon, ils signent avec tout le monde pour tester sur toutes leurs filiales. Il y en a une qui va tester ça, une qui va tester ça. Et c'est après quand ils font le choix. Et en fait, il n'y a plus à dire. Mais... Donc voilà, après, peut-être tu as plus envie d'avoir une réponse sur un aspect particulier de product manager. Non, pas particulièrement. Non, mais c'était vachement intéressant en tout cas. Je te propose, je vois qu'on a bien dépassé déjà le temps, mais ça m'a fait pas mal réfléchir aussi. Je pense que c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent d'aller regarder ce qui se fait côté BRM, Business Relationship Management, parce que c'est vachement intéressant justement. C'est un peu l'idée dans laquelle t'es parti finalement. C'est un terme qui m'a été donné par l'ancien DSI de transition BRM. C'est comme ça que je l'ai découvert. Alors lui, il avait aussi fait ses diapos PPT de réorganisation de la DSI. Et en fait, je lui avais dit d'ailleurs, je lui avais posé cette exacte question, je lui ai dit, pourquoi tu veux les appeler BRM? Il m'avait dit, en fait, dans l'idée de ça, il se trouve qu'il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Bien sûr. Du coup, de les cadrer dans un truc comme ça qui est connu, documenté. Et ce qui est un vrai truc
pertinent Ouais, d'avoir tout à fait. des gens déjà dans un cadre avec de la littérature, des gens qui ont réfléchi. Moi, je l'ai fait un peu plus artisanal. En vrai, il y a beaucoup de BRM parce que le BRM, il gère la relation, il gère le contrat, il gère les pénalités, il gère ce genre de trucs. On est plus opérationnel. Le BRM ne fait pas chef de projet. Si on est sur la terminologie. Mais c'est effectivement l'état d'esprit. Mais en vrai, je pourrais encore en parler 4 heures. Il y a trop de trucs à dire et il y a trop de visions. Et juste pour conclure rapidement pour moi, un rendez-vous pour avec grand plaisir, c'est beaucoup de ça qui donne la visibilité. Bien sûr. C'est triste, mais on parlait de lobbying. C'est ce qu'on fait dans le rôle de product manager qui donne la visibilité et qui permet d'avoir de l'argent et les coups des franges pour faire la suite. Donc parce qu'on en revient au truc du début, il faut délivrer pour pouvoir faire. Et en fait, avec cette vision proactive, product manager, prendre les choses en main, on gagne plein de points. C'est toujours la même histoire. Vaut mieux mettre des points de côté. Plus on a de points positifs, plus on fait ce qu'on veut. Et moi, j'aime pas les one-to-one. J'aime pas quand mon chef fait un one-to-one, ça m'insupporte. Je pense que c'est un problème dans l'enfance, je fais trop de conneries. Donc, comme demander de faire un one-to-one avec mes parents, c'est pour m'engueuler. Ça devait être ça. Mais du coup, je suis très autonome. Je veux avoir les coups des livres. Je veux qu'on me laisse faire. En gros, je veux pas qu'on m'emmerde. C'est l'anticipation qui te protège. Et c'est ça, et c'est exactement ça. Et c'est tous ces points de côté. Et c'est cette visibilité qui permet à toute la DSI de travailler tranquille. Même si les cas de l'infra, ils sont tout aussi importants. Ils sont moins visibles, c'est vrai. C'est triste, mais c'est comme ça. Moi, ça me fait toujours un petit pincement au cœur de voir qu'il y a certaines fonctions de la DSI moins valorisées, moins vues, mais tout aussi utiles. Et du coup, c'est très important, c'est à avoir les budgets. Sans budget, c'est mort. On arrive en septembre, sans budget, c'est mort. T'as du contenu, t'as des ressources que tu préconises justement sur ces sujets-là, qui t'ont, alors soit sur ces thématiques-ci, soit au global, qui t'ont aidé justement à... Je pense à une, et je le dis pour ceux qui vont regarder, puisque toi tu le sais, ce n'était pas prévu, ce n'est pas un truc prévu, mais je pense au blog Keops Conseil, qui a pas mal de trucs très bien dessus. Mais sinon, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je lis énormément de choses, d'articles, de posts LinkedIn, de trucs comme ça. Pas forcément des grands bouquins ou des études de 4 pages, mais... Alors, les posts qui enfoncent des portes ouvertes de 5 lignes, ça m'intéresse pas, même si ça me fait rigoler. Mais en fait, avoir des une page, c'est ça, avoir une demi-page à une page Word sur des articles, des réflexions. Et j'aime beaucoup échanger avec mes pairs, beaucoup discuter avec l'équipe. Moi, je suis fait d'une manière où mes idées sortent. Faut que je parle avec quelqu'un pour que ça sorte. Et parfois, la personne n'a même pas besoin de répondre. Mais c'est en chambre tout seul dans mon bureau, c'est pas là où ça sort. Donc, c'est en faisant ça. Sinon, il y a, pour des gens plus académiques, mon directeur du contrôle de gestion n'est pas comme moi. Il me dit toujours, toi, t'es extraordinaire et tout, mais toi, t'es dans l'action, dans le mouvement. Moi, j'ai intégré ce que tu m'as dit. Il faut que j'aille me mettre au calme dans mon bureau, que j'aille me lire mes trucs académiques, et après, je sors avec tout le plan. Et ça marche très bien. Il est très, très bon, d'ailleurs. Mais on ne fonctionne pas pareil. Ce qui est très mignon, c'est qu'on le sait et qu'on se coordonne pour. Donc, trouver de la littérature, mais moi, c'est plus l'échange avec les gens qui ont les mêmes problématiques. Et pour ça, du coup, confrérie des DSI. C'est pas mal, c'est pas mal, mais il faut être DSI pour y venir. Mais, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Que j'ai suffisamment de budget et de people en plus pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Ils ne verront pas, ils n'écouteront pas, ça ne changera rien. Mais non, mais on est globalement, je dis souvent aux équipes, parce que comme je suis exigeant, je râle. Et quand je râle, je leur dis quand même, soyons factuels, à la DSI, on a quand même eu beaucoup de oui. Pour pas de non. Donc, évidemment qu'on n'a pas fait tout ce que je voulais faire parce qu'à un moment donné, il manque des mains et des cerveaux de dispo. Et même chez les autres. Mais on est quand même bien traité. C'est pas mal. Top. Merci beaucoup, François. Merci, Quentin, c'était un plaisir. Et puis, à une prochaine, du coup. Oui, avec plaisir. J'aimerais bien attaquer la partie contractuelle. Il y a à dire aussi. Il y a du boulot là-dessus. Beaucoup. Super, merci beaucoup.